occupe, c'est très bien. Bien sûr. Ça fait longtemps que je vous ai vu. Ouais, la dernière fois, ouais, c'est pas bon. Un bon petit bon oeil, hein. Donc, oui, moi aussi, exactement. Tous ceux qui veulent parler, c'est tout. Mais surtout pas plus de 5 minutes. Et surtout pas plus de 5 minutes. Non, non, pas du tout, j'ai un plan très précis. Bon, et pas plus de 5 minutes. Hein. Dites-le à votre voisin. Tous ceux qui veulent parler me font signe, mais c'est pas plus de 5 minutes. C'est plusieurs fois 5 minutes, mais c'est pas plus de 5 minutes. Ok? Je suis désolé de ce misfits. Alors je vous prie de bien vouloir nous excuser, Nadia et moi, mais nous avons à nouveau sous-estimé le nombre de ceux d'entre vous qui s'intéressaient à la dépression et à l'art, que nous avions prévu dans un lieu d'art qui est le musée Tommy Ungerer, qui ne contenait que 80 places. Et une fois que 50 élèves des écoles avaient pénétré, il ne restait plus de place pour les autres. Donc pardonnez-nous, la prochaine fois, véritablement, on prendra des lieux mieux calibrés, en tout cas avec une jauge qui permette sans problème de sécurité d'accueillir tout le monde. Mais ce matin, de plus, il faisait froid et on pouvait même pas faire un sitting sur le trottoir pour faire les choses. Alors ce que je vous propose, pour nous faire pardonner Nadia et moi, c'est qu'on fasse à un moment ou un autre dans l'après-midi, qu'on demande à l'un des intervenants de cette rencontre, qui est lui-même un passionné d'art moderne, Jean-Louis Mandel, qui en plus est le président du Forum européen de bioéthique, de nous faire un petit résumé sur 5-10 minutes de ce qui s'est dit sur l'art et la dépression, pour que ceux qui n'ont pas trouvé de place dans le musée Tommy Ungerer puissent quand même avoir la substantifique moelle. Donc on essaiera de trouver un moment dans l'après-midi entre deux séances pour donner la place à Jean-Louis Mandel. Il reste, me dit Nadia, des marque-pages, donc je ne sais pas où elle est, mais il reste que des marque-pages à disposition si vous en souhaitez. Et je laisse très volontiers la parole à la table ronde suivante et je donne l'antenne à Antoine Spire, un de nos importants journalistes et philosophes. Merci. Alors bonjour à tous. Comme vous le savez, c'est prédire la délinquance, notre sujet. Je vais vous présenter les invités. Tout à fait à l'extrême droite, mais ce n'est qu'une vision. Alain Grimfeld. Alain Grimfeld, qui est médecin pédiatre pneumologue, professeur honoraire à Pierre et Marie Curie, qui a été président du Comité national consultatif d'éthique et qui aujourd'hui en est le président honoraire. Il a travaillé sur l'asthme, sur l'allergie. Mais il a beaucoup réfléchi en tant que pédiatre, bien évidemment, sur les problèmes qui nous occupent. Ensuite, Anne Dagnon. Anne Dagnon, qui est ici, à côté de lui, est professeure de psychiatrie. Elle s'occupe enfants et adolescents à la faculté de médecine de Strasbourg. Ensuite, à ma droite, Catherine Jousselm. Catherine Jousselm est professeure de pédopsychiatrie à l'université Paris-Sud. Elle est chef de service de la Fondation Vallée à Gentilly. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Quand bébé grandit, ce qui se joue vraiment avant 6 ans ». Et puis, elle a écrit beaucoup de livres pour enfants qui s'intitulent presque tous. Ça commence toujours par « Comment aider ». Comment aider son enfant à grandir, par exemple, qui est un petit livre tout à fait utile et qui est publié chez Milan. Et puis, elle a publié « À la rencontre de l'adolescence » avec Jean-Luc Douillard chez Odile Jacob. Ensuite, à ma gauche, Catherine Vidal, qui est neurobiologiste, directrice de recherche à l'Institut Pasteur. Elle est responsable elle est membre du comité d'éthique de l'INSERM. Elle a beaucoup publié sur ces questions de sexualité. Elle réinterviendra d'ailleurs en fin de journée sur ces questions de sexualité. Elle a publié par exemple ce livre « Les filles ont-elles un cerveau fait pour les maths ?» C'était un petit pommier, dans la collection du Petit Pommier. Et puis, Nos enfants sous haute surveillance, évaluation, dépistage, médicaments. C'est un livre que vous aviez publié chez Albin Michel.
Et puis le cerveau évolue-t-il au cours de la vie? C'est encore un petit pommier. Je ne saurais trop vous recommander, je suppose qu'on vous l'a déjà fait, cette collection de livres au petit pommier, parce que c'est des livres courts, mais qui répondent bien à des questions précises et qui sont faits par des scientifiques de haut niveau. Et puis elle a publié chez Gallimard Le cerveau, sexe et liberté. C'est en fait un DVD qui a été publié par Gallimard et le CNRS. Ensuite, à côté d'elle, Yves Alambic, qui est pédiatre et généticien à l'hôpital universitaire de Strasbourg. Et enfin, notre grand témoin, qui est tout au bout à gauche, et qui me fera signe quand elle voudra parler, qui est Camille Paoletti, doctorante à l'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire. Alors voilà, cette question, en fait, a été commencée par... est venue sur le devant de la scène publique par un rapport de l'INSERM en 2005, rapport de l'INSERM qui analysait les troubles de conduite chez l'enfant et l'adolescent. Et en fait, ce rapport disait qu'on pouvait repérer dans les troubles du comportement un certain nombre d'enfants, et à partir de là, ce rapport disait qu'il fallait prendre des mesures pour prévenir l'éventuelle évolution vers la délinquance de ces enfants ainsi repérés. Alors il y a eu une réaction très très importante de pédiatres, de philosophes, de médecins, d'assistantes sociales, et un mouvement s'est constitué. Il existe d'ailleurs un livre, je ne sais pas s'il est en vente ici, mais je suis sûr qu'il est en vente à la librairie Kléber, Pas de zéro de conduite pour les enfants de 3 ans. Ça a d'abord été une pétition, et il faut que vous sachiez que cette pétition a été signée par 200 000 personnes. 200 000 personnes, en disant donc pas de zéro de conduite pour les moins de 3 ans. C'est un collectif qui a pris l'initiative de cela, qui a été lancé par Pierre de Lyon. Pierre de Lyon est un médecin qui travaille sur l'autisme à Lille. Bernard Gols, qui est un pédopsychiatre qui travaille à Necker. Et mon ami Boris Cyrulnik, que tout le monde connaît, je suppose, et qui est, comme vous savez, le responsable de la clinique de l'attachement à Toulon. Et dans le rappel, il disait quoi? Il disait plutôt que de tenter le dressage ou le rabotage des comportements, il convient de reconnaître la souffrance psychique de certains enfants à travers leur subjectivité naissante et de leur permettre de bénéficier d'une palette thérapeutique la plus variée. De mon point de vue, c'est la phrase la plus importante de ce texte et qui a donc critiqué le rapport de l'INSERM. Il faut dire que le rapport de l'INSERM s'appuyait sur un rapport déjà précédent, qui était un rapport d'un député UMP qui s'appelait Alain Benisti, qui avait été remis au gouvernement. Et 2006, compte tenu de ces 200 000 signatures, compte tenu de l'émotion qu'il y avait chez beaucoup d'enseignants et chez beaucoup de pédopsychiatres, le gouvernement... Pardon ? Et de pédiatres, oui, excusez-moi. Et de pédiatres, le gouvernement a renoncé au carnet de comportement qu'il voulait faire avancer en maternelle. C'est-à-dire qu'il voulait instituer, sur la base du rapport de l'INSERM, un carnet de comportement en maternelle. Après un colloque qui a été lancé fin 2006, il y a eu une refonte des méthodes d'expertise de l'INSERM dans le domaine de la santé psychiatrique. Et on va revenir sur pourquoi, et c'est la première question que je voudrais poser à Alain Grimfeld, pourquoi ça a été possible, puisqu'en 2006, on s'est rendu compte que ce rapport de l'INSERM avait emmené le gouvernement sur une piste qui était plutôt une impasse. Comment un tel rapport, qui a causé une telle émotion, a été rendu possible? C'est ce que je voudrais demander à Alain Grimfeld. Merci beaucoup d'abord de m'avoir invité, comme je le dis à chaque fois et comme je le pense vraiment, à une table ronde de cette dimension. Alors pour répondre maintenant précisément à votre question, je ferai appel à une table ronde qui a eu lieu hier aussi, à laquelle j'ai participé, concernant la police du cerveau. Et je suis intervenu pour qu'on dépasse simplement le cadre de la police judiciaire. Il y a d'autres polices que de la police judiciaire à l'intérieur d'une société. Pourquoi ça a été possible, pour répondre maintenant précisément à votre question? Parce que je pense que, précisément, on cherche de plus en plus maintenant à prévenir, et ça de manière médicale, des comportements qui peuvent être des comportements déviants
plus tard dans la vie, donc à partir de l'enfance, notamment à partir de l'adolescence. Et là, on espérait pouvoir contrôler, prévenir en tout cas, des comportements déviants, voire délictueux à l'adolescence ou plus tard dans la vie. Et il y a une recherche actuellement, une sorte de médicalisation de ça et de bien d'autres choses, malheureusement. Et je vais terminer par une simple phrase qui a été en définitive la conclusion de l'avis du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Donc une médicalisation des aspects juridiques puis judiciaires et des décisions qui sont prises en ce sens. Donc voilà, je pense qu'une des raisons, sinon la raison majeure a été celle-là, ce besoin de recourir à la science, en l'occurrence à la médecine, qui n'est pas une science exacte, enfin qu'il devient quand même de plus en plus si on a recours à la notion de démarche et de recherche cognitive. Actuellement, c'est de recherche les plus fondamentales possibles, notamment dans le comportement du vivant et notamment de l'être et de la personne humaine. Donc ça a été la raison majeure. Et nous avons conclu, si vous voulez, et c'est ce que je disais à l'instant, par l'assertion suivante, la proposition, pas l'assertion, la proposition suivante, rejeter la métamorphose de la prévention de nature médicale vers une démarche de prédiction de nature judiciaire. Voilà. Alors, Anne Dagnon, peut-être vous pouvez dire comment vous avez perçu, vous, ce rapport de l'INSERM et ce combat qui a été mené donc, par ces citoyens et ces professionnels nombreux autour de cette pétition « Pas de zéro de conduite pour les moins de 3 ans ». Merci beaucoup de me donner la parole. Alors, moi, je voudrais dire que je suis effectivement professeure à la faculté de médecine, mais je suis aussi médecin, psychiatre, pédopsychiatre au CHU de Strasbourg, donc directement impliquée dans la clinique, et je reçois beaucoup d'enfants, très jeunes en général, jusqu'à l'adolescence. Donc c'est à ce titre-là aussi de clinicienne que je voudrais parler. Je crois que cette expertise, effectivement, a été à l'origine d'un débat d'une violence et d'une passion extrême. Probablement, effectivement, parce qu'elle touchait à cette question de la confusion entre souffrance psychique et impact judiciaire et quelque chose. La délinquance, c'est quelqu'un qui est délinquant, c'est quelqu'un qui fait des délits et qui relève effectivement qui est passible de la loi, alors que cette expertise qui s'intéressait aux troubles des conduites, c'est prendre en compte le comportement de l'enfant, mais pas du tout dans un sens judiciaire et pas au niveau des actes répréhensibles qu'il a fait, mais au niveau de la souffrance finalement qui le conduit à avoir des troubles du comportement. Alors cette confusion, encore une fois, a été source de passion et de cette comment dire, pas de zéro de conduite, enfin qui a été cette pétition qui a été à l'origine d'un nombre considérable de signatures. Je dois vous dire que j'affirme clairement qu'il est absolument impossible de prédire la délinquance. Pour autant, je pense que cette expertise disait des choses qui étaient vraies, qui étaient exactes. C'est-à-dire qu'il n'était pas du tout question, même si ça a été formulé de façon peut-être un petit peu, enfin, sûrement, de toute façon, on pouvait interpréter dans un autre sens, il n'était pas question de dire que les troubles, il était essentiel de repérer chez un jeune enfant allait conduire automatiquement à la délinquance, mais que, effectivement, chez un certain nombre d'adolescents qui avaient commis des délits et qui étaient délinquants, on pouvait retrouver dans leur enfance un certain nombre de symptômes, voire même de facteurs de risque, ce qui a entraîné, encore une fois, cette confusion entre prévention et prédiction, mais pas chez tous. Hein. Et je crois que je voudrais rappeler ça pour essayer de ne pas ranimer cette passion qui a été d'une violence inouïe et qui, à mon avis, a brouillé un message mal formulé, mais qui était tout à fait essentiel. C'est qu'on a tous, autant que nous sommes, pédiatres, pédopsychiatres, personnes qui s'occupent de jeunes enfants dans la société, mais aussi la société tout entière, on a à s'interroger sur
qu'est-ce qui fait qu'un enfant va se développer de façon harmonieuse et qu'est-ce qui fait, c'est une somme de facteurs qu'il est peut-être important d'étudier, de prendre en compte pour permettre effectivement que nos enfants se développent le plus harmonieusement possible. Voilà, donc je voudrais qu'on ne retombe pas dans la passion de pas de zéro de conduite contre l'expertise INSERM, mais qu'on s'interroge effectivement sur pourquoi prendre en compte la souffrance de très jeunes enfants, le fait que de très jeunes enfants développent des comportements qui montrent qu'ils sont en souffrance, pourquoi c'est absolument essentiel, et c'est une position éthique que je défends. On ne peut pas, sous prétexte de dire « mon Dieu, on va les considérer comme délinquants », ne pas s'en occuper. Il ne faut pas se tromper de message. Voilà. Anne Dagnon, il faudra forcément que vous nous disiez comment vous êtes arrivé à dire que chez des délinquants, on a repéré, lorsqu'ils étaient petits, chez les délinquants, quand ils étaient petits, c'est ce que vous avez dit, mais pas tous, vous avez dit mais pas tous, oui, on a repéré des symptômes qui sont au fond des symptômes qui auraient pu prévenir et avancer la délinquance. Il faudrait que vous nous disiez un petit peu comment on a pu repérer et être plus précis et plus concrète, à mon avis, si vous voulez bien l'être. Mais l'expertise INSERM, et c'est ça aussi qui fait, je dirais, sa qualité scientifique, c'est qu'elle s'est appuyée sur des études qui étaient des études scientifiquement correctement menées. Voilà. Mais bien sûr, ces études étaient essentiellement anglo-saxonnes, elles n'étaient pas françaises, elles prenaient en compte peut-être pas suffisamment de problématiques, mais ce n'est pas des paroles en l'air. Mais pour autant, qu'est-ce que ça, on passe là d'un registre à l'autre, c'est-à-dire que chez des personnes qui, encore une fois, font des actes délictueux, on essaye de s'interroger par des études qui ont été menées sur qu'est-ce qui s'est passé dans leur enfance, est-ce qu'on peut retrouver effectivement des signes de souffrance dans leur enfance. Je pense que le chercheur, effectivement, c'est son rôle d'avoir de telles recherches et de telles analyses. Alors que ces études, pour un certain nombre, si vous voulez, puissent poser question, je crois qu'effectivement, le débat est ouvert. Il ne s'agit pas de dire que je ne pense pas que l'expertise INSERM, que je ne défends pas envers et contre tout, elle avait des côtés très négatifs, mais elle s'appuyait sur des recherches qui donnaient effectivement des éléments qui allaient dans ce sens-là. Alors, Catherine Jousselme. Alors déjà, je crois qu'il est important qu'on ne s'enferre pas de nouveau dans le duel pas de zéro de conduite, pas de zéro de conduite, parce que heureusement dans nos spécialités, les choses ont quand même avancé. Je crois que la position de cliniciens telle que Anne a pu la défendre, c'est-à-dire de gens qui ont une pratique clinique et qui ont intégré certains éléments de l'analyse INSERM est tout à fait respectable. Ce qui n'est pas respectable, par contre, c'est certaines personnes qui ont utilisé un certain nombre de données de l'analyse INSERM et aussi certaines études qui ont été prises en compte dans l'analyse INSERM qui, à mon avis, ne sont pas éthiques parce qu'elles ne correspondent pas du tout à notre mode de pensée, notamment en France. Alors moi, peut-être 3 petites idées. Éthique et prévention. Qu'est-ce que c'est que l'éthique de la prévention ? Pour moi, la prévention doit donner de la liberté. Elle doit ouvrir du possible. Elle ne doit pas enfermer. Elle ne doit pas tracer un destin. Elle ne doit pas provoquer le regard sur un enfant qui peut provoquer ce qu'on appelle un effet Pygmalion, c'est-à-dire de le regarder déjà à 6 mois comme la potentialité d'un délinquant, ce qui va l'amener éventuellement à être délinquant. Bien. Je pense également que la prévention doit prendre en compte des critères multiples, subtils. Pour moi, la science reste lumineuse et je ne peux que remercier Israël Nizan et toute l'équipe du Forum de bioéthique européen de m'avoir invité parce que ici, c'est vraiment un lieu où on échange avec tout le monde sur des sujets divers, variés, de façon ouverte, et c'est ça qui va nous faire avancer. Donc, je crois vraiment qu'aujourd'hui, la prévention doit être le repérage, et précoce, ça je suis d'accord avec Anne, d'une co-occurrence de facteurs, notamment dans les relations parents-enfants, qui ne mettent pas en cause une faute, une méchanceté, une démissionnarité des parents, mais des trajectoires, des histoires qui peuvent faire, et notre culture, je pourrais développer ça dans la discussion si vous le souhaitez, augmente ce problème, qui peuvent faire
qu'un certain nombre de mécanismes chez l'enfant ne vont pas se mettre en place et que secondairement, effectivement, la frustration, l'empathie, je pourrais développer tout ça, ne se développent pas d'une bonne façon chez les enfants, qui deviennent inconfortables et qui peuvent secondairement entrer dans des tas de problèmes. Mais pas seulement la délinquance. Ils peuvent devenir des grands créateurs, ils peuvent devenir des gens extraordinairement ouverts sur les autres parce qu'ils auront fait des rencontres dans leur trajet de vie. Je vous ai gardé un petit extrait de Richard Bohringer du dernier album de Grand Corps Malade qui montre, je crois vraiment, comment on peut avoir des déflexions de trajet de vie extraordinaires par des rencontres. Bohringer en est un exemple. Donc on peut infléchir ces trajets de vie. La difficulté à l'heure actuelle, c'est que notamment en pédopsychiatrie, certaines classifications, notamment américaines, qui ont été créées uniquement à visée statistique au départ pour la recherche, prennent en compte des symptômes qui ne sont pas articulés à un fonctionnement global de l'enfant. Et ça, évidemment, c'est compliqué parce que les études de recherche qui prennent en compte uniquement ces classifications vont prendre en charge des enfants en disant, voilà, ils ont ce symptôme-là, par exemple impulsivité, trouble des conduites. Ils vont rajouter ce qu'on appelle des diagnostics associés en disant, il y a des troubles de l'estime de soi, ils ont de la tristesse, donc par exemple, il y a de la dépression associée. Et puis parallèlement, ils sont agités, donc en plus, il y a un autre diagnostic associé qui est hyperactivité. Donc vous voyez, il y a une espèce de millefeuille, sauf qu'il n'y a pas la crème. Alors en France, et Anne défend aussi ça dans sa pratique, on a une vision beaucoup plus psychopathologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des gens en face de nous. Hier, Serge Portelli disait qu'un juge, il juge avec des faits son cerveau, mais aussi son cœur, parce qu'il a une personne en face de lui, qu'il a une trajectoire, il a une histoire. Donc forcément, dans la prévention, on a à analyser une multiplicité de variables, la crème qui lie les variables, le fonctionnement global de l'enfant, des parents et de cet enfant-là dans cette famille-là, parce que le deuxième n'est pas pareil que le troisième, n'est pas pareil que le premier, et dans chaque famille, c'est différent. Donc c'est une prévention subtile qui doit prendre en compte que l'enfant est en pleine dynamique, il est dans un chemin de développement. Le bébé, on a dit le bébé est une personne, c'était formidable, mais le bébé est une personne en devenir. Et les rencontres de vie vont faire qui va, avec des facteurs de risque plus ou moins importants, liés avec de la crème qui va faire un millefeuille extraordinaire, ou bien avoir une crème rigide qui va le mettre dans une gangue, et à la moindre frustration, le sucre glace du dessus va exploser et va vous donner mal aux yeux, ou bien il va se fragmenter en petits morceaux. Donc la prévention, elle doit être dans quelque chose qui va mettre en place des repérages de symptômes, ça c'est clair, mais les lier dans une vision et dans une rencontre. Moi, je ne sais pas faire de prévention sans rencontrer cliniquement les gens. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire de prévention à l'américaine avec des gens pas formés qui, quand vous inscrivez votre enfant à l'école, fait passer une échelle et décide à la fin que si vous voulez le faire rentrer dans cette école, comme il est en risque de ça, eh bien, il faut qu'il prenne ça comme médicament. Et à partir de ce moment-là, on peut l'inscrire à l'école. C'est vrai qu'on ne fonctionne pas comme ça chez nous. Et notre prévention, elle se fait dans une rencontre. La rencontre, c'est quoi? C'est aller vers. Il y a une dynamique, j'ai envie d'aller vers. Et c'est on ne peut pas rencontrer si on n'a pas une ouverture à l'autre. Et pour avoir une ouverture à l'autre, il ne faut pas avoir eu trop de traumatisme. Et là, je rejoins Anne sur les bases. C'est-à-dire que les enfants, hier, un collègue criminologue disait, la seule chose qui est sûre, alors ça certain, c'est que les enfants qui ont été violés sont plus facilement pédophiles. Ça, c'est sûr. Le reste, on ne sait pas. Dans la délinquance, il y a tout et n'importe quoi, mais le viol de l'enfant peut être plus facilement quelque chose qui entraîne une pédophilie. Mais ça peut entraîner aussi autre chose, ça veut dire simplement que le viol d'un enfant est un trauma majeur qui peut casser la fameuse sauce de crème qui peut prendre entre les couches, et que là, il faut faire quelque chose. Donc, la rencontre, c'est si je ne peux pas aller vers l'autre, parce que je n'ai pas rencontré mes parents assez bien, parce qu'il y a eu des fractures dans ma vie, parce que je n'ai pas d'empathie, parce qu'on a empêché que je puisse en avoir, puisqu'on a fracturé des liens entre moi et mes images parentales, c'est-à-dire la figure de sécurité par essence, Boris serait content dans l'attachement, eh bien évidemment je vais être en risque de quelque chose, mais de beaucoup de choses. Donc oui, il faut prendre en charge précocement les interactions parents-enfants, et les pédiatres, et mon collègue va prendre le relais, sont aux premières loges, ce n'est pas les pédopsychiatres qui sont aux premières loges. Nous, on peut dire des choses sur le plan de la culture, ça, si on a le temps, j'ai beaucoup de choses à dire sur l'aggravation par notre culture de tout ça, mais on doit prendre en compte le lien, et les personnes de première ligne, elles doivent se rendre compte quand quelque chose est inconfortable entre des parents et un enfant. Et c'est vrai que ça peut commencer tôt,
Et c'est vrai que si à ce moment-là on dit voilà, attention, on fige les choses, il y a une catégorie diagnostique et on va faire de la rééducation parentale, généralement c'est pas notre façon de faire. Nous on fait de la guidance. Donc je crois que l'expertise INSERM, pour certains, a été, j'ai fait partie de Pas de zéro de conduite et j'ai écrit dans le livre, donc je suis d'accord avec ce mouvement, c'était de dire attention au carnet de conduite, ça, attention, par contre on n'a pas à tout, tu es d'accord, on n'a pas à tout rejeter de ça parce qu'il y a aussi des choses importantes, mais à notre façon, voilà. Alors, comme on a fait appel à vous, Yves Alambic, je pense que ce serait bien que vous puissiez réagir en tant que pédiatre. Bon, d'abord, je voudrais remercier Nadia Aubin et puis Israël Nizan de m'avoir permis de venir aujourd'hui à ce colloque, au milieu de cet aréopage extrêmement brillant. Moi, je représente un peu le pédiatre de base ici aujourd'hui, donc quelqu'un qui reçoit des enfants. Et la première chose, c'est que avant d'aller en psychiatrie, les enfants, ils sont dans leur famille, ils naissent, ils rencontrent des médecins qui vont les aider à grandir. Et quand ils rencontrent des psychiatres, ils sont déjà bien avancés dans leurs histoires de difficultés. Ça, c'est la première chose. Il me semble que cette histoire de Pas de zéro de conduite, elle est venue à la suite d'un historique. Et je ne pense pas qu'on puisse analyser cette histoire qui arrive comme ça, un peu des États-Unis, avec des analyses concernant des signes précis qui correspondent à des symptômes qu'on observe, des comportements qu'on observe, c'est-à-dire qu'on a observé des enfants qui avaient ce qu'ils appellent aux États-Unis le trouble des conduites, un trouble qu'on appelle la provocation, l'agressivité, l'inattention, donc des signes comme ça particuliers, et qu'ils ont ensuite cherché à analyser comme étant des symptômes de quelque chose qui pourrait devenir mauvais, sans regarder un peu l'historique de ce qui s'est passé en Europe au cours du XXe siècle. Si vous me permettez de développer un tout petit peu, en fait, quand on regarde en Europe, à partir de 1900-1910, on a un certain nombre d'éducateurs, de pédiatres, qui vont pour certains devenir des psychanalystes ou des psys, et qui ont réfléchi à ce que c'était que les liens d'attachement, à ce que c'était qu'un enfant. Alors on a en Pologne un grand pédagogue, pédiatre qui s'appelle Janusz Korczak, qui écrit « Le droit de l'enfant au respect »,« Comment aimer un enfant ». Et puis on a ensuite un pédiatre qui devient psychanalyste dans les années 50, que vous connaissez bien, qui s'appelle Winnicott, qui explique le lien d'attachement et puis la figure maternelle en parlant de cette mère suffisamment bonne. Je ne suis pas psy, donc je ne vais pas du tout développer ça. En France, on a la grande Françoise Dolto qui nous a énormément appris. Et je pense que tous les pédiatres qui sont, non pas uniquement à l'hôpital, mais qui sont en ambulatoire, c'est-à-dire qui vivent la consultation à l'extérieur et pas dans un milieu hospitalier où on rencontre une fois les gens, où on fait des diagnostics souvent difficiles, on a à l'hôpital des thérapeutiques difficiles, mais le pédiatre qui est ambulatoire, qui est en ville et qui va accompagner les enfants et les familles, eh bien, ce pédiatre-là, il est formé par ces gens-là. Il est formé par ces gens-là depuis toujours. Et c'est pour ça qu'on a été tellement choqués par le fait que, tout à coup, on regardait un enfant d'une manière très précise, qui était l'enfant seul au monde et non pas dans son milieu familial. C'est ça qui n'était pas possible pour nous, puisque nous, quand on voit un enfant à la première consultation, qui est à la maternité, et on reçoit ce bébé qu'on regarde devant la maman et souvent devant le papa, on commence déjà un travail de prévention. La prévention, c'est déjà de commencer à parler, quand on va dans la chambre de la maman, de dire « Tiens, vous voyez votre enfant là ? Eh bien, quand vous lui donnez le sein, ne regardez pas la télévision, éteignez la télévision. » On commence déjà par des choses comme ça. Et ça va continuer. Bon, je ne vais pas trop développer pour tout ça, mais voilà les premières choses que je voulais dire maintenant. Alors là, pour essayer de comprendre ce qui se passe avec le diagnostic qu'on peut porter sur un enfant de 3 ans, comme j'ai lu les livres de Catherine Vidal, et notamment Nos enfants sous haute surveillance, et qu'elle est neurobiologiste, moi, je voudrais lui demander si, en fait, on peut, puisqu'elle a montré que le cerveau évoluait au cours de la vie, dans ce petit livre sur le pommier, la réponse, évidemment, c'est que le cerveau évolue. Est-ce qu'on peut porter un diagnostic, puisque c'est toute la question du diagnostic sur un enfant qui a moins de 3 ans, qui ne soit pas un étiquetage? C'est ça que je voudrais que vous nous disiez, vous, en tant que neurobiologiste. Est-ce qu'il vous paraît possible de porter un diagnostic qui ne soit pas un étiquetage et donc, évidemment, une assignation à résidence, éventuellement, futur délinquant? Bon, effectivement, il est important d'éclairer le débat à la lumière des progrès de nos connaissances en neurosciences au XXIe siècle.
progrès sur la compréhension des mécanismes de développement du cerveau et également progrès sur cette découverte totalement extraordinaire qui est celle de la plasticité cérébrale. On sait maintenant depuis une quinzaine d'années que rien n'est figé dans le cerveau d'un enfant depuis la naissance. Qu'en permanence, il va y avoir des nouvelles connexions entre les neurones qui se fabriquent en fonction des expériences de vie, en fonction des apprentissages. Et laisser croire qu'à l'âge de 3 ans, il existerait déjà des circuits câblés dans le cerveau de l'enfant qui permettraient ensuite de prédire un futur comportement délinquant est en totale contradiction avec la réalité de nos connaissances sur la plasticité cérébrale. Mais là où un problème se pose, c'est qu'il existe un certain nombre de courants, en particulier aux États-Unis, qui voudraient précisément détecter, soi-disant, ces enfants à risque en les mettant dans des machines IRM, avec l'idée que le fait de pouvoir regarder l'anatomie et le fonctionnement de ces jeunes enfants pourrait justement aider à poser un diagnostic de future délinquance. Alors là, on arrive dans un domaine un petit peu plus pointu parce que sur le plan des technologies qui sont mises en œuvre, l'imagerie cérébrale par résonance magnétique, c'est-à-dire qu'il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ce type de technique peut apporter ou ne pas apporter. En l'occurrence, on sait que notre cerveau se modifie en permanence. On va prendre un exemple, on demande à des jeunes étudiants d'apprendre à jongler avec 3 balles. Au bout de 3 mois, ils sont capables de maîtriser le jonglage et on voit que cet apprentissage va entraîner en fait un épaississement du cortex cérébral dans les régions qui contrôlent la coordination des avant-bras et la vision. Et si ces personnes cessent de s'entraîner à jongler et qu'ils perdent leur capacité à le faire, on s'aperçoit que les zones qui étaient épaissies vont rétrécir. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres qui montre que notre cerveau, réellement, concrètement, se transforme en permanence. Donc, si à l'âge de 3 ans, on fait une étude en IRM et qu'on voit que chez les enfants turbulents, il y a certaines épaisseurs du cortex cérébral qui seraient différentes de celles qu'on peut observer chez des enfants non turbulents, cette observation que l'on peut faire, c'est simplement un cliché instantané de l'état du cerveau à un moment donné, et rien de plus. C'est-à-dire, d'une façon générale, quand on voit des différences entre les cerveaux, ça ne veut pas dire que les différences étaient présentes depuis la naissance, ni même qu'elles vont y rester gravées. Donc, l'imagerie IRM n'a pas de valeur diagnostique ni de valeur prédictive. Alors moi, je voudrais que l'un de vous puisse, ou l'une de vous puisse répondre à cette question. Comment est-ce qu'on peut concilier la prévention? Moi, je trouve que c'est tout à fait légitime qu'on se pose des questions concernant la prévention. La seule question qui se pose, c'est est-ce que c'est légitime de les poser vis-à-vis d'un enfant de 3 ans et la prise en compte de cette réalité neurobiologique que Catherine Vidal vient de préciser. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Parce que dans les interventions que vous avez eues toutes les deux, vous avez toutes les deux avancé le thème prévention. Moi, je ne suis pas du tout contre la prévention, hein, c'est très bien la prévention. Mais j'aimerais bien que vous me disiez si ça vous paraît conciliable avec ce qui a été dit par la neurobiologiste. Allez-y. Alors oui, bien sûr, parce que je vous citerai un exemple d'une série, je ne sais pas si vous avez vu Millennium. Dans la série Millennium, on voit donc une jeune fille notamment qui est un personnage saisissant, dont on comprend très vite qu'elle a eu un traumatisme majeur dans son enfance, qu'elle a vécu avec un père violent, qui a tabassé sa mère au point qu'elle reste sur un fauteuil roulant. Et cette fille est impressionnante, j'allais dire, de détermination. Elle a un regard tragique, mais extrêmement déterminé. Et tout au long de la série, on la voit, grâce à des rencontres, vraisemblablement faire 2 choses. C'est-à-dire, d'un côté, réaménager ses aires cérébrales neurobiologiquement parlant, parce qu'on est fait de chair et qu'on est fait de sang. Et dans sa vie, tout ça se passe parce qu'elle rencontre un personnage contrasté, qui n'a pas un surmoi extrêmement développé, mais qui est en même temps extrêmement sympathique, et qui lui permet de se réhumaniser.
Et à la fin de cette série, cette jeune fille, c'est extrêmement bouleversant, je trouve, sur un plan vraiment psychologique, on l'aide tellement qu'à un moment donné, elle a envie de dire merci. Et elle ne peut pas dire merci pendant un temps. Alors, sûrement parce que ces aires cérébrales sont en train encore de se tricoter et que psychiquement, les choses se tricotent. La pensée humaine est liée aux émotions, aux affects. Il y a des choses, comme dit très bien Catherine, qui sont visibles, qu'on peut repérer et qui sont des avancées de la science et qui font qu'on ouvre les choses à des tas de thérapeutiques, qu'on peut peut-être comprendre certains revirements et comment certaines rencontres finalement réimpulsent des choses. Donc oui, bien sûr que la prévention va avec ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire quand on repère des choses compliquées, il ne s'agit surtout pas d'étiqueter un diagnostic, mais des difficultés de fonctionnement. Par exemple, cette jeune fille était extrêmement fermée, mutique, refusait d'aller à l'école, est entrée dans un système où on aurait pu imaginer que se passent des choses. La prévention, elle va donner cours à des moyens. Qu'est-ce qu'on va faire dans la prévention? C'est pas seulement le repérage, la prévention, c'est qu'est-ce qu'on va faire. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est réanimer des mécanismes de pensée qui vont aider les jeunes qui ont du mal à construire l'empathie, qui ont du mal à construire les limites, qui ont du mal à construire la frustration, à rentrer dans la relation avec les autres, à se réhumaniser, à pouvoir s'identifier. L'identification est le mécanisme le plus évolué des humains. On ne fait pas qu'imiter les autres, on n'est pas que dans l'avoir, on est dans l'être. C'est ce qui fait qu'on peut changer, c'est ce qui fait que dans nos métiers, on change avec nos métiers. Enfin, moi, quand j'étais chef de clinique et maintenant, c'est évident que je n'aborde plus les parents de la même façon parce que j'ai eu aussi des rencontres avec des parents qui m'ont dit à un moment donné, Madame, ce que vous venez de me dire, c'est violent pour moi. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi ce que j'avais dit était violent. Donc, nous aussi, on se transforme, on transforme les autres et c'est ça l'être humain. Donc moi, je crois que la prévention, elle est arc-en-ciel. Elle n'est pas ciblée. Elle est arc-en-ciel. On repère des mécanismes de dysfonctionnement qui peuvent être très précoces, qui peuvent être plus tardifs, qui peuvent être liés à un traumatisme, qui peuvent être liés à des multiples difficultés d'interaction. Et on va aider en médiatisant cette relation, parfois chez les enfants, plus tard uniquement avec eux, et en réanimant l'imaginaire qui est toujours bloqué dans ces situations-là. La pensée, le plaisir à penser, jouer avec sa pensée, ça aide quand même beaucoup à différer l'acte. La plupart des jeunes qui sont dans des passages à l'acte n'arrivent pas à penser, ils n'arrivent pas à penser. Le langage, j'allais y venir bien évidemment, mais j'allais dire d'abord l'imaginaire, la pensée. Parfois, moi je travaille beaucoup avec l'art, on a monté beaucoup d'ateliers de rencontres créatives avec des jeunes en difficulté pour, par l'art, essayer de faire des choses. J'avais noté quelques citations, mais celle de Liszt, c'est très belle. Les arts sont le plus sûr moyen de se dérober au monde, ils sont aussi le plus sûr moyen de s'unir à lui. Je crois vraiment que c'est par l'expérience partagée dans cette prévention, avec ces jeunes, ces bébés, ces plus grands, ces moyens, en difficulté, que le partage des émotions va aboutir au lien, d'abord, entre les professionnels dans un réseau. Quand, par exemple, dans un collège, les profs commencent à avoir peur de jeunes petits, ou même en primaire, enfin moi, en tant que chef de secteur, puisque mon service est hospitalo-universitaire, mais je gère un secteur, on est appelé par des écoles maternelles parce que justement, on a peur de certains gamins qui n'ont pas d'empathie, qui sont violents, qui à la moindre frustration font mal à l'autre et s'en foutent de la réaction de l'autre. Bien sûr, il faut faire quelque chose. Mais il ne faut pas dire, voilà, ça y est, on a un délinquant en puissance. Non, par contre, on a un gamin qui va mal. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va le prendre en charge? Et là, le partage d'expériences, le soutien de ces équipes pédagogiques, des ateliers d'art, peuvent permettre de partager entre adultes des expériences et que des liens entre adultes se tissent. Et par exemple, le dernier rapport, je finirai là-dessus, sur le burn-out des profs, un des derniers rapports faits par l'Éducation nationale, montre que ce qui permet d'en sortir pour la plupart du temps et d'avoir un sentiment de sécurité pour les enseignants au sein du collège, c'est de mettre en place des expériences pérennes, durables, qui permettent d'avoir quelque chose de concret sur lequel s'appuyer. Une œuvre d'art dans un collège, ça peut être quelque chose de concret. On peut y faire une référence. Donc ce partage humain n'est pas du tout contre, au contraire, ce qu'on voit sur un plan vraiment neurobiologique et d'imagerie cérébrale. Anne Dagnon. Oui, alors je pense qu'il est bien évident qu'il n'est pas question de prendre une image
d'une IRM fonctionnelle et de dire voilà, la maladie elle est là, le comportement est là, on a la solution. Je prendrai un exemple, l'exemple de l'autisme qui est un sujet très très largement débattu actuellement. Il y a quelques années, des collègues ont mis en évidence une anomalie du sillon temporal supérieur en disant voilà, on a trouvé l'origine de l'autisme. Sauf qu'effectivement, il y a vraiment une anomalie, mais que la question se pose, c'est est-ce que c'est la conséquence ou est-ce que c'est l'origine? Et on sait bien qu'un enfant autiste, par exemple, alors cette aire cérébrale, si vous voulez, est très liée aux relations interpersonnelles, et on sait bien que le problème fondamental pour un enfant autiste, c'est l'impossibilité par non-compréhension des émotions, les siennes et de l'autre, et la non-compréhension du monde, d'entrer en relation avec les autres. Donc cette question de l'anomalie du sillon temporal supérieur, est-ce que c'est parce que c'est là l'origine, justement dans cette aire-là, il y a eu une anomalie, le cerveau ne s'est pas bien développé à ce niveau-là, ou est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu cet entraînement, cette stimulation, que cette aire s'est pas développée ou a rétréci? Donc voilà un sujet qui n'est pas bien évidemment celui d'aujourd'hui, mais qui me paraît intéressant. Alors deux autres points, la prévention et effectivement des anomalies qu'on pourrait repérer. Je crois que les anomalies qu'on peut repérer au niveau cérébral, elles sont intéressantes pour ce qu'elles sont, mais pas du tout, encore une fois, comme je viens de dire, pour fixer les choses. Prenons l'exemple du langage. Tu viens de dire, Catherine, que effectivement les enfants qui ont des troubles des conduites, enfin des troubles du comportement qui font que dans la vie sociale ils sont en grande difficulté, on se rend compte qu'ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions, qu'ils vont passer à l'acte comme ça très brutalement, qu'ils n'arriveront pas à prendre du recul, et qu'au niveau du langage, l'élaboration de leurs pensées est extrêmement pauvre. C'est vraiment le passage à l'acte. On sait bien qu'un jeune enfant est par définition, un enfant qui bouge beaucoup, qui peut même taper, griffer, mordre les petits copains, voire même ses parents, mais que petit à petit, il va enregistrer le fait que être en relation avec l'autre, reconnaître l'autre comme ayant autant d'importance que lui, passe par le fait qu'il doit contrôler ses pulsions. Et que ça, il y a l'entrée dans le langage, dans la possibilité de mettre en mots ses émotions et de pouvoir les transmettre à travers un code qu'on partage entre nous, lui permet effectivement de s'apaiser dans sa façon de mettre en scène ses émotions, qui est taper sur l'autre, alors qu'avec le langage, il va pouvoir dire « je ne suis pas d'accord, je ne suis pas content », même si ça fait des problèmes. Donc cette question du langage, on voit bien qu'elle est tout à fait essentielle. Un autre exemple par rapport à la structuration du cerveau, on est dans un monde qui est en train de, c'est pas le scoop de la journée, qui est en train de se modifier à une vitesse extraordinaire, et les enfants d'aujourd'hui ne sont pas les enfants, la petite fille que j'ai été, c'est-à-dire que ils sont dans un monde où les moyens de communication, de jeu, ne sont plus du tout ceux que nous avions. Et il est évident que taper tout le temps, et j'évoque là Michel Serres et Petit Pousset, Petite Poussette, il développe une capacité de réaction, de réactivité extraordinaire, mais peut-être au profit d'une modification de la structuration cérébrale, et ça a peut-être effectivement des conséquences pour leur structuration. Quand on parlait tout à l'heure de prévention, une question, bien évidemment, il faut qu'on s'interroge sur le parcours de vie d'un enfant. Qu'est-ce qui fait qu'il est dans cet état où on le repère en difficulté? On doit s'interroger aussi sur notre société, ce qu'elle met en place et dans quel monde elle prépare pour les jeunes enfants qui sont son avenir. Et je crois que si on veut s'interroger sur la prévention, c'est bien évidemment par rapport à un enfant précis dans sa trajectoire familiale, dans sa trajectoire développementale et affective en fonction de son contexte familial, mais c'est aussi dans la société dans laquelle il est. Une société où effectivement il est poussé à être enfermé dans des jeux vidéo où il s'agit d'appuyer sur une manette pour tuer l'ennemi, finalement ce qui va faire une banalisation en dehors de la question de la structuration de son cerveau. Je crois que là, on pose des questions essentielles sur ce que doit être la prévention, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion sur le monde dans lequel on place nos enfants.
Alors notre grand témoin, c'est Camille Paoletti, c'est une doctorante. Elle a demandé la parole, donc à vous de donner votre point de vue sur ce qui s'est échangé jusqu'ici. Bonjour à tous. J'ai été touchée par 2 remarques. Une première remarque de Catherine Jousselm qui a parlé de l'effet Pygmalion et du fait que, en voulant prédire la délinquance, enfin si on grossit le trait, on pouvait déclencher la délinquance. Et puis ensuite, par l'histoire que nous a racontée Anne-Catherine Vidal avec ses IRM aux États-Unis, si j'ai bien compris, et en France aussi, non, aux États-Unis, surtout aux études américaines. Voilà, et je me suis demandé si, je pense que mettre un enfant dans un appareil à IRM sous prétexte que peut-être il pourrait devenir délinquant, ça doit être assez traumatisant pour lui. Et je me suis demandé si en voulant chercher à tout prix à prédire cette délinquance, on ne pouvait pas, de par cet effet Pygmalion, déclencher une délinquance et peut-être sur un nouveau type de délinquance, et par la stigmatisation de l'enfant. Et pour moi, ça se rapproche aussi du fait que l'enfant, l'idée de stigmatiser l'enfant peut déclencher la délinquance. Et je trouve qu'un des endroits où l'enfant est assez stigmatisé dans notre société actuelle, c'est l'école. Et je me demande ce qu'on pourrait faire avec les professeurs. Qu'est-ce qui pourrait être développé au sein de l'école maternelle, au sein de l'école primaire, élémentaire, avec les professeurs pour contrer cette prédiction de la délinquance et pour éviter cet effet Pygmalion. Alors, merci, mais vous avez utilisé le mot prédiction, et moi j'avais cru que dans la première partie déjà de nos échanges, on l'avait abandonné. C'est-à-dire qu'on abandonne prédiction. Pourquoi ? Parce que prédiction, ça signifierait, si vous voulez, qu'on porte un diagnostic définitif sur quelqu'un qui va beaucoup bouger. Catherine Vidal vous a expliqué comment le cerveau se modifie. Si le cerveau se modifie, la prédiction n'a aucun sens. En revanche, on garde le terme de prévention. Et du point de vue de la prévention, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et qu'est-ce qu'il y a à prévenir ? Alors, il y a quelque chose que vous avez abordé et qui me paraît très intéressant, sur lequel je voudrais entendre Yves Alambic. Prévention. Est-ce que, quand on a des mesures spécifiques, comme par exemple, on dit mes 2 voisines de droite, sur l'enfant, c'est-à-dire qu'on va s'occuper de lui de façon particulière, est-ce qu'on ne risque pas, par ces mesures spécifiques, alors qu'il est très jeune, très malléable, qu'il n'y a pas de prédiction, qu'il peut évoluer, qu'il peut se transformer au cours de l'histoire, est-ce qu'on ne risque pas de le stopper, de l'étiqueter de cette façon ? Vous avez utilisé le terme étiqueter toutes les deux, mais justement, est-ce que cet étiquetage ne peut pas être dangereux ? Vous l'avez utilisé en disant il ne faut pas étiqueter, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, mais est-ce que ce n'est pas un étiquetage que de le sortir en disant celui-là, eh bien regardez-le, il est un peu violent, qu'est-ce que ça va devenir ? Éventuellement un délinquant. Alors je voudrais que M. Alambic réponde à ça, avec sa pratique de pédiatre. Très bien, M. Spire. On va essayer. Alors, moi je crois que l'enfant, c'est avant tout un être fragile, un être vulnérable, et qu'effectivement, on doit faire attention à ce qu'on fait avec lui, mais que, je répète, il vit dans sa famille, dans son environnement, et que quand on voit un enfant qui est en colère comme ça, vers l'âge de 1 an et demi, 2 ans, on doit se poser des questions sur ce qui se passe autour de lui. Je voudrais juste quand même intervenir sur ce que dit Camille Paoletti sur l'école. Alors l'école, il faudrait s'en faire aussi une alliée. Et il y a 2-3 endroits comme ça où on doit travailler autour de l'enfant pour ne pas l'étiqueter, pour ne pas le stigmatiser. C'est travailler en équipe pluridisciplinaire. Ça a été dit également par Catherine Jousselm. L'importance, par exemple, quand on voit un enfant qui est en difficulté, d'utiliser pour nous les services de quelque chose qui a été créé également historiquement après la Deuxième Guerre mondiale, en même temps que l'ordonnance de 1945 qui créait une justice pour enfants, est quelque chose de très important, puisque au lieu de passer à, vous savez, ce poème de Jacques Prévert qui était voyou, bandit, chenapan, c'est la meute des honnêtes gens qui part à la chasse à l'enfant. Ça date de 1934 parce que à l'époque, on chassait encore les enfants qui fuyaient les colonies pénitentiaires. Ça se passe à Belle-Île-en-Mer à cette époque-là. En 1945, on crée une justice pour enfants spécifique où justement on n'est plus dans la sanction mais dans l'éducation comme priorité. Et on se retrouve en fait progressivement
dans l'idée qu'avec la PMI, il faut faire un étayage autour de l'enfant et que quand on voit un enfant en difficulté, il n'y a pas que le fait de faire de la psychiatrie, de faire de la pédiatrie, mais également de l'entourer par l'assistante sociale pour la famille qui est en difficulté, par la puéricultrice de secteur, par tout un système comme ça qui va se mettre en place autour de lui. Et l'école. Alors l'école pose un problème en France, pour moi, parce que l'école est à l'image un peu de notre société. Elle est en avant et en arrière. L'école est un lieu, pour moi, où il y a beaucoup de choses positives, où il y a beaucoup d'enseignants qui se donnent à fond et qui font un travail extraordinaire, mais également un lieu de stigmatisation des enfants en difficulté. Je donnerai l'exemple d'enfants d'un milieu très défavorisé, l'enfant qui arrive dans une école de quartier très défavorisé, et où on peut très rapidement penser qu'il n'a aucune chance de s'en sortir. Par exemple, on peut prendre l'enfant de milieu rome qui arrive dans cette école-là. Évidemment, on peut penser qu'il a très peu de chances de s'en sortir. Donc effectivement, vous avez raison. Et quand vous dites on élimine la prédiction, malheureusement non. Non pas par des raisons neurobiologiques, mais pour des raisons de comportement aussi bien de l'équipe éducative que de la famille qui pensera que de toute manière il n'a aucune chance de s'en sortir. Donc oui, il y a prédiction possible. Et il faut sortir de ça par une évolution qui est ce qu'on appelle la bientraitance. La notion de bientraitance par rapport à la maltraitance, c'est quelque chose qui est connu depuis maintenant. Je dois interrompre ? Non, allez-y. La notion de maltraitance, on la connaît chez l'enfant petit. La notion de maltraitance, ce n'est pas simplement les coups, les sévices, l'enfant secoué, les sévices sexuels, qui sont extrêmement fréquents, bien plus fréquents qu'on ne le croit, les abus sexuels chez les petits, les attouchements, et dont on a conscience peut-être 20 ou 30 ans après, mais c'est également la négligence de l'enfant qui peut conduire à ces enfants qui essayent de faire avec leurs faibles moyens d'enfants fragiles, de personnes non seulement en construction, mais de personnes qui sont déjà au moment où ils sont petits, et qu'ils sont effectivement dans la colère. À l'âge de 2 ans, un enfant, quand il s'exprime, quand il ne sait pas comment s'exprimer, il s'exprime dans la colère, à 4 ans aussi. Puis ensuite, il peut soit se déprimer, soit devenir de plus en plus agressif. C'est ça qu'on observe en fait. Et cette observation, ce n'est pas la graine d'un futur délinquant, c'est plutôt l'observation d'une souffrance psychique de cet enfant. Voilà. Alain Grunfeld. Merci beaucoup. Je voudrais que, sans vouloir donner de leçons à personne, on resitue un petit peu la problématique. En fait, si cette table ronde s'est mise en place, c'est parce qu'il y a eu un rapport de l'INSERM qui a voulu affirmer, enfin proposer des éléments de prédiction. Nous sommes d'accord. Et partant de là, il y a peut-être une mauvaise interprétation. En tout cas, moi je me fais le porte-parole, je pense légitimement, de la réflexion du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Toute la réflexion est partie de là. Alors je voudrais qu'on resitue un petit peu, quelques minutes de prise de parole, les termes de prévention et de prédiction. Pour nous tous ici, la prévention, c'est essentiellement le calendrier vaccinal. Je suis pédiatre, hein ? On est d'accord ou pas avec les vaccinations, ça c'est un autre débat qu'on aura peut-être un jour. La problématique n'est pas là. Hein ? La prévention, c'est le calendrier vaccinal. Ça a fait ses preuves. Quand on parle de médecine basée sur la preuve, ça a fait ses preuves. C'est indiscutable. Il y a eu des contre-exemples où on a arrêté les vaccinations, on a eu la sanction immédiatement. Donc le calendrier vaccinal, en termes de prévention, a fait ses preuves. C'est indiscutable. Sur des dizaines d'années. Ça, c'est un point. Autre chose est la prévention en ce qui concerne les comportements. On vient de le dire. Quand vous vaccinez un enfant, vous en avez, en fonction des vaccins, pour 5, 10, 15, 20 ans. Quand vous voulez modifier par prévention les comportements des enfants, c'est une action pérenne. Il ne s'agit pas de dire « je vais prévenir des comportements à l'adolescence ou à l'âge adulte, je vais prendre en charge cet enfant pendant, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis c'est terminé ». C'est déjà très long. Ça implique beaucoup de participation sociétale et beaucoup d'argent. Non. On a bien parlé de plasticité cérébrale. Moi, je suis confronté à ces problématiques aussi comme pédiatre, mais aussi comme président et ancien président du Comité consultatif national d'éthique, parce que, comme vous savez,
ce comité maintenant est chargé d'une veille éthique en ce qui concerne les neurosciences. Et je trouve ça très bien. Ça nous a appris effectivement qu'en ce qui concerne la prévention du trouble de comportement, les choses sont beaucoup plus complexes, avec des variables multiples, sur le long terme. Donc il faut savoir de quoi on parle. N'assimilez pas la prévention vaccinale avec la prévention des troubles du comportement chez un enfant de 3 ans, avec les résultats attendus à l'adolescence et à l'âge adulte. Ça n'a rien à voir. Ça implique beaucoup d'autres choses de manière extrêmement différente. Cela étant, passons à la prédiction maintenant, parce que c'est quand même une part de la discussion d'aujourd'hui. Certains ont voulu, précisément, puisque c'est tellement difficile, la prévention de troubles de comportement à l'adolescence et à l'âge adulte, pouvoir au moins sélectionner des populations qui mériteraient d'être prises en charge plus particulièrement que d'autres. Écoutez, nous n'allons pas prendre chaque enfant de notre pays en France pour mettre en place une prévention de sorte que, pour assurer la sécurité, on en a parlé hier, de l'ordre public, nous soyons à peu près certains, en tout cas nous allons tout mettre en œuvre pour que chaque enfant ait un comportement licite qui préserve la sécurité publique à l'adolescence et à l'âge adulte. C'est pas du tout ça. Donc, certains ont voulu justement dire, écoutez, nous allons au moins sélectionner certaines populations d'enfants, et pour ça, nous allons avoir recours à la prédiction. Et la prédiction est notamment génétique, mais elle est autre aussi. On a trouvé autre chose maintenant, magnifique, hein, magnifique, qui est la fonctionnalité cérébrale, notamment à l'aide d'images produites par l'image par résonance magnétique fonctionnelle. On en a donné des exemples tout à l'heure. Voilà 2 moyens, il y en a certainement d'autres, sélectifs, pour dégager des populations qui mériteraient qu'on s'investisse plus que dans d'autres pour assurer une prévention des troubles du comportement à l'adolescence et à l'âge adulte. Nous sommes d'accord. Et là aussi, on se rend compte que, en fait, ça n'est pas aussi simple et qu'on a tort. Et là, les publications dans les journaux les plus prestigieux au plan international l'ont montré, on a tort. Il n'y a pas de marqueur génétique actuellement, compte tenu de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent à cette table concernant la plasticité cérébrale et bien d'autres mécanismes évolutifs, il n'y a pas de marqueur génétique de troubles du comportement à l'adolescence et à l'âge adulte. C'est à ce point faux, et je parle sous le contrôle de généticiens qui sont présents dans cette salle, c'est qu'on a bien établi, et c'était tellement satisfaisant pour nous pédiatres, que le génome n'est pas un mur de briques inamovible et immodifiable. Il y a tout un tas de facteurs, y compris biochimiques, qui tout au long de la vie feront en sorte que des gènes vont se manifester de telle ou telle manière. Donc, quelle est l'énormité scientifique qui permettrait de dire nous allons, et nous pourrons en disposer dans quelques années, avec les généticiens nous en parlons constamment, du décryptage, sur ce qu'on appelle le séquençage du génome. 2018-2020, ça nous coûtera 100 €. Imaginez qu'à ce moment-là, on sorte ce séquençage du génome et qu'on dise nous allons inscrire, je fais court là, à dessein, pour ne pas accaparer la parole, nous allons coller ce séquençage du génome avec les prédispositions de ceci ou cela dans le carnet de santé de l'enfant. C'est la meilleure façon de créer une stigmatisation indélébile, scientifiquement établie. Mais écoutez, j'ai son séquençage. Regardez, ça montre bien qu'il a des prédispositions génétiques à ceci ou cela. Qu'est-ce que vous me racontez? Tout le reste est du baratin. Par conséquent, cette population-là, définitivement stigmatisée par la science, permettra de nous dire, écoutez, soyez très vigilants vis-à-vis de cette... Très bien, nous allons être très vigilants. So what? On va l'accompagner pendant combien d'années? Quelles sont les solutions sociétales pour que chez cet enfant, où là on a établi une prédisposition fausse,
puissent échapper aux troubles du comportement à l'adolescence et à l'âge adulte. Une chose est, dans le cadre de la médecine prédictive, et je termine, de dire cette personne sera atteinte d'une maladie de Huntington, d'un cancer du sein, d'un cancer du côlon, etc. On avance dans la médecine prédictive actuellement. Et même dans ces cas-là, il y a un certain nombre d'éléments environnementaux qui nous permettent de dire que ce ne sera pas aussi définitif que ça. Mais dans ce cadre-là, établir une prédiction sur cette prédisposition génétique ou fonctionnelle, pour faire appel à l'IRM fonctionnel dont on a parlé tout à l'heure, en ce qui concerne les troubles du comportement, non. Donc prévention, calendrier vaccinal, oui. Prédiction, vous allez faire une maladie de Huntington, un cancer du sein, etc. On a la presse qui nous a montré comment Angelina Jolie a fait en sorte qu'elle n'ait pas de cancer du sein. Oui, mais en ce qui concerne les troubles du comportement, qu'il s'agisse de la prévention ou de la prédiction, et donc d'une prédisposition à, c'est tout à fait un autre sujet. Et on ne peut pas se baser sur des éléments scientifiques actuellement, avérés en ce sens qu'il pourrait effectivement distinguer des populations chez lesquelles il faudra faire porter les efforts de prévention, ou bien des populations qui, de toute façon, quoi qu'on fasse, sont destinées à avoir des troubles du comportement à l'adolescence ou à l'âge adulte. Donc je crois qu'il fallait bien positionner ces éléments-là. Merci. S'il vous plaît. Je voudrais peut-être ajouter quelque chose sur cette question. Regardez, sur cette question de la génétique, je crois qu'il faut qu'on pousse un tout petit peu la discussion quand même, parce que quand M. Grimfeld dit qu'on peut prédire le cancer du sein ou la maladie de Huntington, ce n'est pas tout à fait exact, je suis désolé de le contrer, mais ce n'est pas tout à fait exact parce que tout dépend ensuite des conditions dans lesquelles les choses se feront, du point de vue de l'existence du malade. Il y a des conditions de possibilité qui sont données par la génétique, mais ensuite, le malade développera ou ne développera pas, à partir de ces conditions de possibilité, le cancer du sein. Il a plus de chances de développer un cancer du sein que d'autres, mais dire que de toute façon, on peut prédire un cancer du sein, moi personnellement, tout ce que j'ai lu va à l'encontre de ça. C'est pas de toute façon on peut prédire, de toute façon, il y a des gènes qui peuvent, dans certaines circonstances, alors je voudrais que le généticien confirme ou ne confirme pas ce discours, mais je crains plus que tout le déterminisme génétique, c'est-à-dire cette idée selon laquelle on serait accroché à nos gènes qu'on ne pourrait pas modifier du point de vue de notre pratique. Il y a des gènes, c'est des conditions de possibilité, mais ce que nous faisons de ces gènes au cours de notre existence, ça transforme ce qu'ils sont. Oui, c'était très intéressant cette intervention de M. Grimfeld, merci. Et je suis aussi d'accord en partie avec ce que dit Antoine Spir. Si on reprend un peu l'exemple qu'a donné tout à l'heure Anne Dagnon sur l'autisme, il n'y a pas un gène d'autisme. Il n'y a pas. Il y a certainement, alors qu'on fait énormément de recherches actuellement, il y a des gènes qui pourraient intervenir de manière unique, très peu, mais surtout en étant associés les uns avec les autres, dans un milieu particulier, et là c'est ce qu'on appellera l'épigénétique, et qui pourrait provoquer à ce moment-là une maladie parce qu'on a une certaine vulnérabilité génétique. C'est ça en fait qui se passe. On n'a pas de gène par exemple de la délinquance, comme il n'y a pas de gène de l'homosexualité, comme il n'y a pas de gène unique de l'intelligence, eh bien il n'y a pas de gène qui permettent de dire que dans certaines familles, de manière héréditaire, parce que l'hérédité de la délinquance, c'est quelque chose qui était connu au XIXe siècle. Les gens étaient délinquants de manière héréditaire. Eh bien non, ça n'existe pas. Mais certainement, il y a des facteurs épigénétiques, donc qui se greffent sur une vulnérabilité génétique et qui vont effectivement, dans certains milieux vulnérables, provoquer plus de délinquance chez certains enfants que chez d'autres. Mais on ne peut absolument pas le prédire. Pour nous, généticiens également, la notion de médecine prédictive n'apporte pas grand-chose à l'humanité et au contraire, elle est plutôt un grand danger parce que le fait de vivre, c'est avant tout de savoir qu'un jour on va mourir, mais de savoir le jour où on va mourir, le jour où on va être malade d'une grave maladie, eh bien ça enlève beaucoup de sel à la vie. On a l'impression que cette médecine prédictive, elle est plutôt dangereuse qu'autre chose.
Catherine Jousselme. Juste par rapport à la prédiction elle existe dans toute la science-fiction. Regardez ce que les jeunes aujourd'hui aiment beaucoup comme Hunger Games, ce roman qui a donné lieu à un film. C'est vraiment l'idée que il y a des secteurs, il y a des districts où les gens sont programmés pour faire un certain nombre de choses. On a connu ça à d'autres moments, pas sur un plan génétique de notre histoire, mais il y avait aussi des pays qui étaient programmés pour faire un certain nombre de choses. Donc oui, c'est un risque, la prédiction. J'allais dire quasiment génétiquement déterminé, la science peut nous donner ce risque-là, donc il faut y faire d'autant plus attention. Deuxièmement, la fragmentation des informations. La science aujourd'hui a des milliers d'informations, l'intelligence doit les mettre en cohérence, les intégrer. L'intelligence, c'est faire des liens, c'est réfléchir et faire de l'information une connaissance qu'on peut transmettre. Et ça, c'est ce qui est très grave, je trouve, aujourd'hui, c'est que parfois, on l'a vu hier là, sur la table ronde sur le cerveau et police, c'est qu'une information est mise en lumière et donne cours à une suite de, j'allais dire, ou de sanctions ou de moyens qui sont liés à une information qui n'est pas du tout en lien avec d'autres informations. Ça, c'est très risqué. Troisième petite phrase, c'est comment on peut, dans la prévention, ne pas être en non-assistance à personne en danger, c'est-à-dire ne pas être dans la stigmatisation, mais pas laisser un bébé, des parents complètement mal et se dire non, on va pas les stigmatiser parce que non, là on est dans l'humanité, on reconnaît dans la relation qu'il y a un truc qui fait mal et on va s'en occuper. Et aujourd'hui, moi, il y a une chose qui m'inquiète beaucoup, c'est la délégation de la fonction parentale dans une société individualiste, sans rituel, de l'idéal, de la perfection, de la vitesse, du cerveau multitâche, de la fonction parentale à des outils qui seraient censés faire mieux que les parents. Et ça, c'est dramatique dans la prévention dont on parle. Parce que l'enfant, pour se construire une empathie, il a besoin de marner avec nous, de nous donner des signaux, qu'on fasse des hypothèses, qu'on ait des doutes, qu'on s'arrache les cheveux, ça s'appelle la fonction alpha de Bion en psychanalyse, et qu'on essaye de s'articuler, ce qui fait qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, on est capable de reconnaître différents cris de notre enfant et de dire là, il a besoin qu'on l'amène aux urgences parce que c'est un cri mais de délire. Là, il a faim. Là, il doit avoir plutôt envie d'être câliné. Et là, il peut chouiner 5 minutes tout seul. Il est en train d'être dans son air transitionnel, dans l'imaginaire. Il va s'endormir tout seul. Quand vous avez des fonctions de smartphone, je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a plus en France, il y a, je ne sais plus, 20 ou 30 millions de smartphones. C'est-à-dire qu'en 3 ans, les smartphones sont devenus des choses où il y a plus de 2 millions d'applications. Quand vous avez des applications qui sont censées donner aux parents la possibilité de mettre le truc devant la tête du bébé qui pleure et de lire « il a faim, il a soif, il est fatigué, je dois le bercer plus de 30 secondes », ça c'est dramatique, c'est honteux, c'est-à-dire que c'est l'anti-relation. C'est pareil quand on offre un jouet qui est un chien robot dont on vous dit « il est aussi bien qu'un vrai chien ». D'ailleurs, il ne faut pas le stimuler plus de 5 minutes d'une certaine façon parce qu'il n'est pas bien. Ou alors, si on le stimule trop, il va râler, sauf que c'est une intelligence artificielle robotisée et qu'il n'a pas de capacité d'identification. Donc ça dresse les enfants dans la dépendance de l'objet. Il faut qu'ils s'en occupent un certain nombre de temps, mais pas dans le repérage des signaux humains de la capacité d'empathie. Et effectivement, ça c'est dangereux parce qu'on est inégaux. Il y a des parents qui offrent ça et qui font d'autres choses, qui critiquent, qui disent « bon, je te fais ça, mais c'est moyen ». Et puis il y en a d'autres qui ont l'impression de bien faire en offrant un maximum de choses comme ça, en pensant être parfait. Et évidemment, le non-partage de l'empathie, du doute, du marnage, du repère des signaux chez l'autre fait que c'est difficile d'être empathique, d'avoir des amis, d'être amoureux et de vivre une vie confortable. Voilà. Catherine Vidal. Ça fait marathon. Catherine Vidal sur la médecine prédictive. Parce qu'on a parlé de prédiction. Voilà, j'ajouterai brièvement deux remarques. Quand on a parlé de science à plusieurs reprises, vous avez dit la science. La science, ça n'existait pas. D'abord, ce sont les sciences. Et le fait d'utiliser des technologies telles que des appareils pour faire le séquençage de l'ADN ou bien des appareils d'imagerie cérébrale, ça ne s'appelle pas de la science. C'est simplement des outils technologiques dont les résultats vont être utilisés à telle ou telle fin. Nuance. Et d'autre part, en ce qui concerne la médecine prédictive et en particulier le recours croissant qui est en train de se profiler au fait de vouloir séquencer les gènes propres à chaque individu
pour permettre soi-disant d'avoir les médicaments les plus adaptés au profil de la personne. Il ne faut pas oublier que derrière ça, il y a d'abord et avant tout des enjeux financiers énormes. Hein. C'est d'abord, il y a des enjeux tels que de nombreuses firmes pharmaceutiques sont en une énorme compétition pour décrocher les meilleurs tests pour soi-disant évaluer tel ou tel type de gène, soi-disant de prédisposition de telle ou telle maladie. Donc il ne faut pas oublier la réalité sociale, économique et politique qu'il y a derrière tout ça. Bon, notre grand témoin, et puis ensuite on ouvre la discussion. Oui, je sais, mais vous devez intervenir 3 fois. On va donner notre grand témoin. Je voudrais juste enfoncer encore une dernière fois le clou sur l'aspect scientifique, parce que ça, pour le coup, je suis pas trop candide sur cet aspect, parce que je suis doctorante en sciences dures, en biologie et en physique. C'est pas toujours facile à accepter en tant que population et même en tant que chercheur, mais il faut bien être conscient du fait que même en sciences dures, on ne peut jamais être sûr. Et ce qu'on exprime dans nos papiers, dans les papiers qu'on publie à travers notre recherche, et ce qu'on transmet au grand public, c'est juste la vision qu'on a à l'heure actuelle du sujet sur lequel on travaille. Et je pense que Patrick Gaudret l'a bien dit hier, et c'est vraiment en quelque sorte un cheval de bataille pour moi. Même si c'est de la science, même si c'est de la science dure, on ne peut pas être sûr. Merci. C'est très utile ce que vous avez dit. Oui, alors allez-y. Moi, je voudrais revenir sur la question de l'affreux diable américain et du bel archange français. Exprimé autrement, je ne suis pas très satisfait dans cette dichotomie classique en plus, hein, entre la répression et la prévention. Finalement, la prévention est toujours répressive. Et la répression entraîne toujours une partie préventive. Finalement, quelle est la poule, quel est l'œuf? C'est encore un problème comme cela. Donc ma question, est-ce que la prédiction et la prévention n'entraînent pas des répressions comportementales chez le jeune enfant, mais également vers l'arrière, une répression qui peut aller jusqu'à la répression reproductive, c'est-à-dire l'eugénisme chez les parents. Oui, alors, Madame Dagnon. Oui, je voudrais effectivement reprendre cette question de prévention, prédiction. La prédiction, prédire, c'est dire d'avance, hein, c'est-à-dire écrire l'avenir avant qu'il advienne. C'est la Pitti qui le disait à Delphes. Ça ouvre effectivement à l'angoisse épouvantable, c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout la liberté par rapport à l'avenir. Alors, quand vous dites la prévention va modifier les comportements, ce terme de modifier, moi, me gêne énormément. Parce qu'il ne s'agit pas de... Si on est dans le coercitif, effectivement, là, on dérape complètement, on est dans le totalitaire. Hein, et on est effectivement dans ce qui a pu se passer il y a quelques décennies. Et bien évidemment, ça, ce n'est pas du tout l'objectif. Hein, et on doit rester extrêmement attentif à ça, parce que ce qui s'est passé peut tout à fait revenir. Bon. En tout cas, dans ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne s'agit pas de modifier un comportement quand on va s'occuper d'un jeune enfant dont on sent effectivement qu'il est en souffrance, qu'il n'arrive pas à prendre sur lui pour s'apaiser dans ses comportements. Ce n'est pas en termes de modification, c'est en termes de essayer de lui redonner une liberté pour qu'il puisse continuer à se développer comme un enfant qui pourra devenir un adulte relativement autonome et libre. Je dis relativement. Bon, alors ça, c'est peut-être des belles paroles, hein, mais c'est quand même, c'est pas lui, c'est la différence entre une thérapeutique comportementale, si vous voulez, et une approche thérapeutique qui va prendre en compte l'ensemble de ce qu'est un enfant, c'est-à-dire que peut-être effectivement il faut l'aider à revoir ses comportements, mais dans une compréhension de ce qui est en train de se jouer entre lui et les autres. Donc c'est toute la richesse effectivement de ce travail
de prévention ou en tout cas de prise en charge des très jeunes enfants, qui n'est pas de les faire rentrer dans un moule. On dit souvent l'école, ça fait rentrer dans un moule. C'est pas ça. C'est donner à l'enfant la capacité de pouvoir s'épanouir à part entière et de ne pas être sous la dépendance, effectivement, de facteurs qui vont l'empêcher d'évoluer. Je voulais tout à l'heure, j'en profite pour en parler, revenir sur ce problème. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'école, avait dit, je crois, le grand témoin. Il y a eu, il y a quelques années, tout un travail de prévention dans les écoles à propos de la maltraitance pour apprendre aux enfants que leur corps était leur corps et qu'ils pouvaient dire non aux agressions des adultes par rapport à eux. Mais moi, ce qui m'est apparu très intéressant et qui a pu être fait dans certaines écoles, c'est que non seulement on leur apprenait à dire non, mais qu'on a travaillé avec eux sur la question de la violence. C'est-à-dire que pour, effectivement, avec des enfants, il ne s'agit pas seulement de leur dire « tu peux dire non quand on veut t'agresser », mais qu'ils comprennent que la violence, c'est quelque chose qu'il faut qu'ils arrivent à maîtriser. La violence, elle est au cœur de l'homme. Ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça par les jeunes, mais, enfin, elle est au cœur de l'homme, dans ses pulsions. Ce qui est important dans son éducation, l'éducation, ce n'est pas une chape de plomb qui s'abat sur un enfant. Si on reprend l'étymologie, l'éducation, c'est éducarer, c'est conduire hors du cercle, c'est permettre à un enfant de devenir un adulte autonome et de ne plus être dépendant. Madame Dagnon, donc, ce que je voudrais terminer quand même. Excusez-moi, non. Parce qu'on ne va pas répondre 10 minutes à une question, et en plus à côté de la question, parce qu'il y a une question qui a été posée sur le rapport entre l'Amérique et la France, et je voudrais qu'on y réponde. Je crois qu'il y a quelque chose du point de vue de l'Amérique qui est positiviste, c'est-à-dire qui prend un élément et qui, si vous voulez, essaye de faire une co-construction des éléments positivistes. C'est un problème de culture, alors qu'en France, nous ne sommes pas positivistes. C'est-à-dire que le positivisme a eu de l'influence, mais aujourd'hui, il est contrebalancé par autre chose, c'est-à-dire la prise en fonction globale de la réalité. Le global contre le positivisme. Voilà ce que je dirais sur le plan culturel. Bon. Alors, oui, madame. Oui, bonjour. Merci pour la qualité de cet échange et pour cette animation bien vive. Moi, je proposerais bien un petit renversement de perspective qui m'a été inspiré par ce que Yves Alambic a dit tout à l'heure sur la dimension d'entourage. Je suis frappée de ce que on parle des enfants. Vous avez insisté sur le fait qu'on les prenait un par un, que la recherche s'intéresse aux individus pris un par un. Et donc, nous sommes dans une situation où la colère de ces petits-enfants ou de ces grands-enfants pourrait indiquer que notre société est malade. Et que partant de là, on pourrait se poser la question de nos familles, de cet entourage, de quelque chose qui serait véritablement prégnant, qui pourrait être dans l'injonction paradoxale permanente dans laquelle nous sommes, de la discordance entre nos valeurs et la traduction concrète dans les actes de nos valeurs, qui est la valeur économique. 75 milliards de dollars pour les jeux vidéo, chiffre d'affaires mondial. 380 milliards d'euros dans les maladies, chiffre donc du coût pour nos sociétés de ces maladies. Nous sommes dans ce constat, c'est-à-dire que si nous laissons les enfants dans l'injonction paradoxale, évidemment, ils seront malades, et tant mieux. Donc peut-être, est-ce que cette réflexion peut nous inspirer, moi j'aimerais bien avoir les avis des uns et des autres, sur la question de la cohérence entre la dynamique de recherche, la dynamique d'innovation et évidemment le technomarché. C'est-à-dire, est-ce que nous avons les recherches qui vont avec l'idée d'une écologie humaine ou d'écosystème humain du point de vue de la médecine? Voilà ce que nous pourrions peut-être construire et qui ferait signe dans la société. J'ai été frappée dans des débats anciens que j'ai pu mener qu'il n'y a pas de logique vraiment entre les neurosciences et la demande clinique. Donc il y a donc une responsabilité de tout chercheur, de tout le milieu de la recherche, de sa cohérence avec la technique et avec nos valeurs économiques. Bon, il y a deux parties, merci. Il y a deux parties de la question.
Catherine Joussel pour la première question, c'est-à-dire ce que vous avez dit autour de la parentalité, etc., et la société. Et on donnera à Catherine Vidal sur le lien avec la neurologie. Moi, je trouve que notre société... Je trouve qu'on scie la branche sur laquelle on est assis pour des raisons d'argent. Alors, pas seulement, je suis entièrement d'accord avec Catherine, les laboratoires, mais aussi la production de jeux vidéo, d'autres choses, avec des contenus dont on sait qui sont des contenus fous. Moi, un jour, j'ai fait une conférence, je faisais une conférence sur les jeux dangereux, et j'apprenais en même temps qu'un jeu vidéo venait de sortir sur le jeu d'Oufoula, où on pouvait plus ou moins se stranguler, un peu plus, un peu moins, enfin bon, on est quand même dans des trucs de fous quand même à certains moments. Hein. Alors, le paradoxe, c'est que, par exemple, quand on fait dans la publicité, qu'on fait beaucoup de publicité autour des enfants, qui sont les meilleures personnes pour faire acheter les parents, et qu'on montre un système où l'avoir est supérieur à l'être. Je vous donnerai un exemple. Les frites machin sont bien parce que vous pouvez avoir les frites de machin qui sont comme les frites de mamie sans avoir besoin de voir mamie. Et vous avez comme photo des mains de vieillards très méchants qui prennent les joues d'un enfant. C'est dramatique parce que les frites de mamie, moi, les bugnes de ma grand-mère, quand j'y pense, évidemment qu'il y a le goût des bugnes. Mais il y a la grand-mère, comment je les sucrais, ce que j'avais avec elle, mon grand-père qui ne voulait pas que je les sucre. Enfin, la pensée associative d'un être humain, la pensée, les émotions hors du clivage. C'est Ratatouille. Alors, on est dans une société des paradoxes. Ratatouille, à côté, c'est génial. C'est-à-dire que ce petit rat incroyable fait qu'un critique monstrueux, méchant, à un moment donné, paf, il mange la ratatouille et il se rappelle. Et il redevient humain, le méchant, et il aide les gentils après, etc. Donc on a des trucs complètement paradoxaux. Et les mômes vivent là-dedans. Alors quand il y a des parents qui vont bien dans leur basket, qui sont pas trop dans l'exclusion sociale, qui gagnent leur vie, qui sont heureux dans leur vie de couple, vous voyez, ça fait déjà des strates de millefeuilles compliquées, qui sont pas stigmatisés sur le plan de la société, etc., etc., ils arrivent à dire à leurs enfants, bah tu vois, ça c'est bizarre. On va le voir ensemble, mais... c'est curieux. Ça, franchement, j'aurais pas dû t'emmener le voir. Ça, je pense que c'est pas de ton âge. Ça, c'est rigolo, mais c'est incompréhensible. Ça, c'est vraiment la Madeleine de Proust à votre façon, Ratatouille. Bon, mais si on ne libère pas cet espace-là, c'est comme si on avait oublié la peinture de la Renaissance. La peinture de la Renaissance, c'est un premier sujet, et puis derrière, notamment par exemple chez les Hollandais, vous allez voir des détails à l'infini. Un type qui lève le pied, puis hop, sa chaussure s'en va. Vous remarquez ça, et du coup, ce tableau, il devient votre folie. À chaque fois que vous allez à Bruges, vous allez le voir. Bon, ça, c'est important chez les enfants. C'est pas ce qu'on va leur donner avec ce qu'on leur produit, qui effectivement rapporte énormément d'argent, et avec des parents, ils sont pas méchants les parents. Pourquoi ils donnent ça? Parce qu'ils ont l'impression que c'est le meilleur. Par contre, c'est des objets conçus pour rendre les enfants toxicomaniaques des objets. Les jeux en réseau, c'est encore plus. Il faut pas les diaboliser. Il y a des très bonnes choses là-dedans. Mais certains parents sont capables de les encadrer, d'autres beaucoup moins. Et c'est ça qu'il faut aider, où je rejoins complètement mon collègue pédiatre, c'est que c'est à la PMI qu'on explique ça, qu'on montre que finalement partager, marner, avoir un conflit avec son enfant, qu'il soit pas heureux, qu'il parte dans sa chambre en disant « Ah, t'es un méchant parent », puis qu'il revienne, qu'il s'excuse, c'est ça, c'est comme ça qu'on élève les enfants. Ce bon sens-là, on est en train de l'oublier, et on est dans une pensée informatique, idéale, de perfection. L'homme est fondamentalement imparfait, et c'est ce qui fait notre richesse. Catherine Vidal. Super. Catherine Vidal. Super. Je fais quoi? Oui, moi, ce qui est quand même assez frappant dans toutes ces discussions, justement, c'est la difficulté d'articuler précisément des recherches en neurosciences avec une certaine réalité sociale, culturelle, qui fait qu'il existe une certaine souffrance dans les populations, qu'il s'agisse des enfants ou des adultes. En fait, comme le disait Alain Greenfeld, nous sommes dans à une période où il y a de plus en plus de biologisation des comportements, de médicalisation des comportements. Et en particulier, maintenant, les neurosciences sont partout. Hein. Le neuro est partout. Vous avez de la neurophilosophie, de la neuroinformatique, la neuroéducation, la neurojustice, le neuromarketing, la neurogymnastique, enfin j'en passe et des meilleurs. C'est-à-dire, il y a une sorte de banalisation du cerveau dans l'espace public qui laisse croire que, en fait, s'il y a des problèmes, quels qu'ils soient, eh bien, ils vont pouvoir se résoudre en regardant les cerveaux des personnes ou bien en leur donnant des médicaments qui sont censés agir sur certaines substances chimiques qui sont fabriquées dans le cerveau. Donc,
dans ce contexte-là, j'en reviens là, si on met à ce point en avant des raisons justement d'abord et avant tout individuelles au détriment d'une réalité sociale qui peut aussi expliquer une souffrance. Bon, c'est parce que derrière aussi, il y a bien sûr tous ces marchés qui vont faire que on va s'adresser à la personne. Si une personne n'est pas adaptée dans un environnement social ou professionnel, c'est parce qu'elle a un problème de cerveau. Et donc il faut vraiment prendre conscience que c'est un dévoiement justement de la réalité de ce que peuvent apporter maintenant les recherches en neurosciences. Ces recherches en neurosciences, elles sont très actives, mais le cerveau, c'est quand même l'organe le plus compliqué qu'on puisse imaginer. Nous avons 100 milliards de neurones, et chacun de nos 100 milliards de neurones est connecté à 10 000 autres. Alors, on comprend dès lors que pour arriver à comprendre ce qui se passe dans un cerveau, c'est extrêmement laborieux et extrêmement compliqué. Donc, hélas, à l'heure actuelle, nous avons des tas d'effets d'annonce qui laissent croire en permanence qu'une nouvelle avancée va permettre de vaincre la maladie d'Alzheimer, vaincre l'autisme, la schizophrénie. Enfin, il faut vraiment réaliser qu'il y a une énorme distance entre la réalité scientifique, la démarche scientifique des recherches en neurosciences et l'exploitation qui en est faite auprès du grand public. Merci, madame. Bonjour, j'aurais aimé savoir pourquoi dans le développement de l'enfant, de la maîtrise de ses comportements, on met souvent le seuil de l'âge de 6 ans. Est-ce qu'après, la prévention serait moins efficace ? Oui, allez-y. Alors, il y a eu un livre très connu autrefois qui était « Tout se joue avant 6 ans ». Alors moi, je dis, il faut tricoter. La vie est faite de tricotage. C'est ma théorie, sans doute parce que je tricote très mal. Donc on peut sauter de temps en temps une maille, on la rattrape à sa façon, et ça permet de faire un tricot original qui est le nôtre. On a un style de parentalité, on n'est pas tous pareils, nos enfants ne sont pas tous pareils, c'est bien. Par contre, si on saute toujours la même maille, depuis le début, au bout d'un moment, il y a un trou dans le tricot. Il y a des endroits où c'est plus embêtant que d'autres. Si c'est caché sous la manche, bon, ça va. Si c'est en plein milieu, c'est compliqué. Donc, tout ne se joue pas avant 6 ans. Bien évidemment, des traumas très précoces, répétés, sont, ça on le sait, plus dangereux pour le développement de l'enfant qu'autre chose. Par contre, moi je plaide pour l'idée qu'il y a toujours quelque chose à faire. Quand j'étais petite, j'écoutais Pierre Bellemare, ça doit être pour ça. Il y a toujours quelque chose à faire. Pourquoi ? Parce que le développement de l'enfant, c'est la pierre polie, c'est pas la pierre taillée. Tous les jours, vous remettez sous le métier l'ouvrage et quand vous le mettez au pot, ça prend un petit peu de temps, c'est pas du jour au lendemain en général. Voilà. On veut nous faire croire que le développement de l'enfant, c'est de la pierre taillée. C'est-à-dire qu'on passe d'un stade à l'autre, clac, parce qu'on a donné un truc, parce qu'on a fait quelque chose, ou parce que certains ont dit que les neurones, c'est à cet âge-là. Non, c'est comme dit Catherine, c'est une construction, c'est une co-construction. Par contre, c'est vrai que 6 ans est un âge important. Pourquoi ? Parce que dans notre culture, c'est un peu l'âge de raison. On passe à la grande école, on va apprendre à lire, à écrire, il faudra s'asseoir plus, il faudra rester à sa table. C'est le moment où on a une intelligence sociale, on ne dit plus à la maîtresse « t'es grosse ». On peut dire à sa mère « maman, t'as grossi ». Mais à la maîtresse, on n'arrive pas en disant « ah, t'es grosse maîtresse ». On sait déjà à 6 ans, il y a certains messages qu'on va se dire entre copains qu'on ne va pas dire aux adultes. Donc ce mouvement-là est important. Et c'est vrai, ça c'est vrai sur un plan psychopathologique, que les enfants qui sont vraiment très en souffrance après 6 ans, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment en très grande difficulté, il faut mettre les bouchées doubles. Parce que effectivement, ils peuvent commencer à avoir des mailles de tricot, vous voyez, qui déchirent un petit peu leur être. Mais la pierre polie, c'est important. Et alors, où je rejoins entièrement aussi Catherine et tout ce qui a été dit tout à l'heure, c'est cessons de faire des stratégies à court terme. L'être humain, c'est du long terme. Alain Grimfeld l'a dit tout à l'heure. Et alors, les budgets hospitaliers, on n'est que dans le court terme. Là, maintenant, c'est même plus... dans 6 mois, c'est demain, quoi. Il faut rendre des actes au quotidien, avec des actes qui ne comptent pas, des actes... Bon, pour vous donner un exemple, les infirmières de réa pédiatrique, elles font leur petit débriefing sur le parking, parce que on leur a dit qu'elles travaillaient à 7h12 et pas à 7h14. Bon, donc... Oui, la prévention, c'est du long terme et ça demande des choses pérennes, comme le dit très justement Alain. C'est pour ça qu'en France, on a la chance d'avoir la PMI qui permet beaucoup de choses à ce sujet-là. Dans cette histoire-là, moi j'ai souvent envie de dire tout se joue avant 95 ans. Et donc, effectivement, c'est vrai. Mais malheureusement, beaucoup de choses sont jouées effectivement aussi avant 6 ans.
Et en particulier, quand on sait que dans des milieux où on parle peu, il y a des études qui ont été récemment ressorties concernant la richesse du vocabulaire d'un enfant qui, dans un milieu très défavorisé, aura 500 mots, dans un autre milieu aura 1500 mots à l'âge de 6 ans, eh bien, son apprentissage scolaire, et c'est comme ça aussi qu'il va passer la moitié de son enfance, il passe la moitié de son enfance dans sa famille et l'autre moitié à l'école, et bien dans cette partie-là, il va être très défavorisé. Et les choses ne vont faire que s'aggraver. Elles ne vont faire que s'aggraver, pourquoi? Parce que l'école, actuellement, ne va pas lui permettre, sauf dans le meilleur des cas, de se sortir de cette histoire-là. Donc malheureusement, même si on dit avec beaucoup d'optimistes, non, les choses ne sont pas jouées, elles sont pour beaucoup d'entre les enfants, et c'est certainement pas les enfants des gens qui sont ici dans la salle, elles sont jouées. Madame. Oui. Je voulais rebondir aussi sur cette question de la prévention qui n'est pas que médicale, bien sûr, mais qui est pluridisciplinaire, sociétale, et de l'école en particulier. Et alors, vous parliez bien, Madame Joussel, du rôle de l'empathie et du partage des émotions, de l'accès à l'art pour les enfants. Je pense que c'est vraiment primordial. Et ce temps de la maternelle, qui est le temps de la découverte du monde, s'est transformé avec des objectifs pédagogiques qui sont de plus en plus précoces et de plus en plus écrasants pour les enfants qui sont un peu en difficulté. Pas pour la partie d'enfants très adaptée, bien sûr, qui va s'en sortir brillamment. Les parents ne peuvent que répondre à ça puisqu'ils attendent que l'école donne un métier à leur enfant dès la maternelle. Et ces pauvres enfants n'ont pas accès à l'expression ni d'eux-mêmes ni des autres parce qu'il faut apprendre à écrire maintenant à la grande section de maternelle. Donc je voudrais savoir quels sont les ponts qui sont faits entre l'éducation nationale et tout ce qu'on vient de dire, toutes les autres disciplines évoquées. Qu'est-ce qui veut répondre? Oui, M. Grenfell. Non, vous savez, dans le cadre de la prévention, on a parlé tout au long du déroulement de cette table ronde de l'environnement. Il est d'accord que quand on parle de prédiction, c'est pas binaire, hein. La prédiction, c'est quelquefois la survenue inéluctable de certaines affections, ou autres peut-être, et puis d'autre part la prédisposition. Je suis bien d'accord, quand j'ai montré, tout à l'heure j'ai fait le geste pour montrer les résultats du séquençage du génome, je ne suis pas partisan du tout, j'espère que vous avez tous bien compris. Voilà, donc nous sommes bien d'accord, tout n'est pas génétiquement prédéterminé. Heureusement, mon Dieu, de quoi parlerions-nous là? Donc, dans l'état actuel des choses, malheureusement, mais ça je fais état, j'aime bien parler de choses que je connais le moins mal, comme je disais hier, en particulier des relations entre santé et environnement. Environnement, c'est aussi ce dont nous venons de parler, largement quand on parle d'épigénétique. Eh bien, les relations entre l'éducation nationale, la santé et l'environnement sont particulièrement absentes, en tout cas dans notre pays. Oui, allez-y, Catherine. Juste une chose, je rejoins complètement mon collègue pédiatre, hein, c'était pas le monde des bisounours, hein, je suis pas en train de dire que faut pas s'en occuper, puis on verra bien après 6 ans, non pas du tout. Hein. Par contre, après 6 ans, il faut s'en occuper plus, et bien entendu, il faut s'en occuper avant. Mais ce qui est important, c'est de penser que les choses ne sont pas forcément fixées à tout jamais, parce que le risque actuellement, c'est qu'on dit, il a 6 ans, il n'arrive pas, donc il va dans la catégorie des foutus. Ça, c'est inquiétant, ça, il ne faut pas. Et l'essentiel, moi, je trouve, c'est de se former ensemble par rapport à la personne qui parlait de l'éducation nationale. Moi, je crois beaucoup aux actions partagées. Aller dans une école, travailler avec les enseignants sur un thème donné. Par exemple, nous, on a travaillé sur les règlements. Pourquoi à l'école maternelle, on est obligé de faire des règlements? N'amène pas tes cartes, machin, prends pas tes trucs comme ça. Parce que finalement, les enseignants sont dépassés par tous ces trucs-là qui circulent. Les parents, après, disent, mais je vais porter plainte parce que son image très chère, voilà, il l'a perdue, etc. Travailler ensemble dans des choses concrètes, c'est ce qui fait qu'on se connaît et après on s'appelle. C'est-à-dire qu'entre pédiatres, par exemple, moi je crois beaucoup au réseau BALINT, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble sur des cas communs, puis on discute. C'est pareil avec les chercheurs. Moi je vais ressortir d'ici avec un cerveau oxygéné au possible. Je ne sais pas comment seront mes gènes, je ne sais pas comment seront mes neurones, mais en tout cas je me sentirai mieux parce qu'on a brassé des idées, parce qu'on a appris les uns des autres et parce que ça va me donner l'occasion d'être encore plus créative. Je crois que c'est ça l'essentiel. Réanimons ensemble la créativité et bouleversons les systèmes instaurés de résultats immédiats. Oui. Alors il y avait une autre question, allez-y.
Oui, on finit par oublier ce qu'on a à dire, hein, mais j'y vais quand même. Vous nous avez rendu attentifs, bonjour d'abord, au fait que tout l'environnement est complètement interactif pour le développement de l'enfant. Je me demande s'il y a des études sérieuses qui étudient l'utilisation abusive des techniques de dépistage comme l'IRM par exemple, dans lequel j'ai été complètement effrayée d'entendre qu'on pouvait introduire un enfant pour étudier son cerveau. Et parallèlement à ça, quel est peut-être l'impact des écrans, non pas tant au niveau des contenus que de l'image qui est imprégnée dans le cerveau de l'enfant. Merci. Catherine Vidal. Oui, bien évidemment qu'en fonction des expériences de vie qu'on peut traverser au cours du développement de l'enfant, il va y avoir un certain nombre d'automatismes qui vont se créer, un certain nombre de comportements, un certain nombre de traits qui vont faire que on pourrait croire qu'il y a une sorte de formatage de la personnalité de l'enfant. Mais comme on en a parlé déjà tout à l'heure, il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce qu'à un moment, l'enfant tente à avoir peut-être un certain type de comportement très stéréotypé, cela ne veut pas dire que plus tard, il ne va pas pouvoir justement changer d'habitude, choisir différents types de jeux et d'activités et avoir des activités, enfin toute une ouverture justement de choix dans ce qu'il a envie de faire et comment il a envie de se comporter à l'école et dans son environnement. Donc rien n'est jamais figé à tout jamais. Hein. C'est ça qui, même si au départ il y a eu des événements traumatiques et difficiles, s'il y a eu une souffrance, s'il y a eu un environnement défavorable, eh bien, ça ne veut pas dire qu'ensuite il ne peut pas y avoir, grâce justement à d'autres perspectives de vie, enfin, l'enfant peut à nouveau se retrouver dans un développement qui soit harmonieux. Il ne faut vraiment pas, grâce à la plasticité cérébrale, on peut le dire, rien n'est jamais, à tout jamais, figé, même s'il y a eu des traumatismes dans l'enfance. Alors sur la question de l'image, il y a eu un livre très intéressant qui a été paru il y a une quinzaine d'années qui s'appelait TV Drogue, qui était un livre qui était dû à Mary Wynne, W-Y-2-N. Et Mary Wynne montrait très bien que la fréquentation de l'image par le petit enfant posait énormément de problèmes parce qu'en fait, le fait qu'il subissait les images, elle avait interrogé une centaine d'enfants à ce propos, stérilisait l'imagination, c'est-à-dire empêchait l'imagination de se développer. Et il y avait un rapport, si vous voulez, entre le fait qu'on lui imposait des images trop petites et que lui, en conséquence, bloquait son imagination. Et ça, je crois que c'était un résultat qui a été approuvé par beaucoup de pseudopsychiatres et qui était très intéressant. Mais vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, c'est ce qu'explique quelqu'un qui s'appelle Serge Tisseron, qui est un psychiatre qui a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les 3, 6, 9, 12 et qui insiste beaucoup sur le fait qu'entre 0 et 3 ans, il est important pour l'enfant, quand il est en construction et pour construire son cerveau, non pas d'avoir des images, des écrans qui sont des fictions, mais d'avoir des objets réels qu'il puisse sentir, mordre, toucher, jeter, reprendre, et que c'est important pour lui. Et pour revenir sur ce que disait Catherine, oui, la plasticité cérébrale, mais en fait, ce qui compte aussi pour l'enfant, s'il est dans un milieu qui est défavorable, c'est les bonnes rencontres qu'il va faire dans sa vie. Et ça, c'est à tout moment qu'il peut en faire dans sa vie. Comme l'a montré dans l'histoire Millennium, également Catherine Jousselm, on a tous la possibilité à un moment de notre vie de faire des bonnes rencontres qui vont nous permettre de changer et d'évoluer. Et heureusement, c'est ça l'humanité. Catherine Jousselm, un mot. C'est revitalisation de la pensée par le langage. Si je vous dis maison, vous avez tous une image de maison dans la tête différente. Si je vous montre une image de maison, eh ben, ça commence à sidérer votre imaginaire. Donc vous imaginez, si je vous en donne 100 à la minute, tout seul, avec une barre de céréales, à la maison, en attendant les parents, qui n'arrivent pas. Voilà. Question ici, allez-y.
Oui, en fait, bonjour tout le monde. Alors, je n'ai pas vraiment de questions à poser, mais une information que je suis stupéfaite que personne d'entre vous n'en ait parlé. Je voulais quand même rappeler qu'au sein de l'éducation nationale, existe un groupe, une structure qui fait de la prévention, et dont c'est la mission, qui existe depuis les années 70 et qui est composée d'enseignants spécialisés, formés à la psychologie, à l'aide et de psychologues scolaires. Et dont la mission, qui travaille aussi bien dans les écoles maternelles que dans les écoles élémentaires, et en réseau. Je pense qu'il est important de rappeler qu'effectivement c'est un travail de réseau qui se fait en liaison avec les enseignants, les parents, les services extérieurs, PMI, assistantes sociales, les services de pédopsychiatrie de secteur, où nous rencontrons régulièrement pour faire le point, pour parler des enfants. Les prises en charge peuvent se faire au sein de l'école ou envoyer vers une consultation extérieure lorsque c'est nécessaire. Et je pense qu'il est important de le rappeler. Même si ces dernières années, il y a eu beaucoup de suppressions de postes pour des raisons budgétaires. Oui, alors justement, Yves Alambic en avait parlé, et la suppression de postes, ici, c'est une vraie question, et il y a eu des combats contre la suppression de postes dans ces services. Je voudrais seulement vous dire qu'ils sont loin d'aller dans toutes les écoles maternelles. Et il y a beaucoup d'écoles qui ne sont pas l'objet, qui ne peuvent pas être visitées par cette mission, faute de moyens. Oui, allez-y. Oui, une question ici, s'il vous plaît, avec le son. Oh, voilà, merci. Bonjour. Bonjour madame. Je suis passionnée de ce qui s'entend et en particulier je suis séduite, je vais dire, par l'enthousiasme de Catherine Joussel. Ça fait du bien. Mais je viens d'être extrêmement choquée de ce qu'a dit Monsieur Alambic à propos des enfants qui, quelque part, à un moment, sont foutus. Non, mais quelque part, c'est irrattrapable. Or, j'ai été pendant une quarantaine d'années prof de lettres en collège et en lycée, et il se trouve qu'en 6e, on est professeur de langue maternelle. Et évidemment, on a tous l'occasion de constater les disparités entre enfants et de constater que certains maîtrisent très très mal le langage et que c'est extrêmement difficile pour eux. Mais ce que disait Catherine Joussel, justement, c'est lorsque on enseigne non pas la compétition, mais la coopération et l'entraide, et ça produit des résultats parfois étonnants. Et il y a eu dans l'éducation nationale diverses périodes, une où on classait les enfants par catégorie de niveau et d'autres où il y avait la fameuse, comment est-ce que ça s'appelait, la pédagogie différenciée, où il fallait dans chaque classe de tous les niveaux. Et j'ai fait toutes ces expériences et l'expérience m'a montré que lorsqu'il y avait des classes dites indifférenciées, avec des enfants de tous les niveaux, dans toutes les classes, et qu'il y avait des groupes de soutien où on demandait aux enfants qui avaient des facilités d'aider les autres, et non pas de façon méprisante, mais au contraire de partager. Les gamins qui avaient de la facilité étaient très très contents d'être les roues de secours des autres, et on arrivait à des résultats spectaculaires. Et l'effet Pygmalion positif peut marcher, et malgré toutes les difficultés, on arrive tout de même à agir modestement, sans prétention, mais on arrive à quelque chose. Et j'ai eu la preuve, parce qu'avec les années, j'ai beaucoup d'exemples qui en sont la preuve. Oui, je voudrais témoigner de ce que Yves Alambic n'a jamais dit que c'était foutu. Il a dit que c'était, vous l'avez tous entendu, hein, il a dit que c'était plus dur. Au bout d'un certain temps, évidemment, ça devient de plus en plus dur. Je pense que ce propos, qui est un peu provocateur de ma part, de dire avant 6 ans, malheureusement, dans beaucoup de milieux, les choses sont déjà jouées, c'est pour faire réagir. Et pour faire réagir, non pas vous qui êtes ici, mais tant mieux pour madame, mais c'est la société. En se disant, mais qu'est-ce qu'on fait des enfants alors que tout est encore effectivement possible? Rien n'est figé, tout est possible avec les rencontres et avec la possibilité qu'offrirait l'école si elle était disponible, mais que malheureusement, dans notre société actuelle et dans notre école telle qu'elle est actuellement, dans beaucoup de cas, et dans des quartiers difficiles,
dans des zones d'éducation prioritaire où il n'y a pas forcément toujours tout ce qu'on peut, eh bien, il y a beaucoup de difficultés à obtenir que les enfants fassent des études correctes. Catherine Joussel. Juste un mot, c'est que je trouve ça formidable qu'un prof dise ça. Enfin, ça nous redonne tous le moral. Je ne sais pas si je vous le redonne, mais vous me le redonnez aussi. Parce que je peux vous dire que dans la vie du quotidien, la difficulté, c'est quoi? C'est qu'on est dans une société du supplice de Santal. On vous explique comment prévenir, on vous montre les variables, vous les connaissez et vous n'avez pas de temps pour les appliquer. On ne vous donne pas les moyens dans votre profession de le faire. Donc il faut continuer à se battre pour dire oui, il y a de l'espoir, non, les mômes ne sont pas foutus, par contre, il faut du temps pour faire. C'est tout. Parce qu'à partir d'un moment, la réanimation psychique de tout ça, ce que vous faites là avec vos élèves et tout, c'est formidable, mais ça doit être valorisé. Alors, on va en ce moment valoriser fort heureusement la médecine, j'allais dire somatique, en disant voilà, la réanimation, ça ne viendrait pas à l'idée de débrancher des patients brutalement en disant vraiment là ça va pas. Ben, c'est pareil pour la réanimation psychique. Ça demande du temps, ça demande des gens formés, ça demande des moments de réseau où on n'est pas en train de rien faire, on pense ensemble, on co-pense pour réanimer la pensée de l'autre. Et ça, je pense que ce forum est là pour montrer ça aussi. Et ça, c'est des décisions politiques extrêmement importantes, je pense, aujourd'hui. Israël Nizan. J'ai une question qui s'adresse à chacun et que je sens monter. Dans les cabinets de psychiatres sont quand même apparus des enfants qui, à 3 ans, qu'on appelle les enfants sauvages, qui n'existaient pas il y a 20 ans et que personne ne maîtrise. Ma question est la suivante, et qui d'ailleurs pose la question de pourquoi il y a eu le rapport de l'INSERM. Est-ce que les enfants ont changé ? Est-ce que nos adolescents sont plus malheureux qu'avant? Est-ce que notre société est plus en souffrance du point de vue de la transmission et du point de vue de l'équilibre mental de nos enfants et de nos adolescents? Et question corollaire à laquelle j'aimerais bien entendre une réponse, est-ce que les parents d'aujourd'hui sont de plus mauvais parents qu'autrefois? Bon, alors qu'est-ce qu'il est... Moi je me lance quand vous voulez. Vous voulez dire quelque chose, madame? Oui, peut-être, merci. Dagnon. Je crois que tu poses des questions impossibles là. Hein, bon, déjà. C'est mon boulot. Mais au-delà de ça, je crois que tu as raison. Enfin bon, moi j'ai quand même une expérience maintenant qui est assez importante. Et c'est vrai que les enfants qu'on voyait il y a 10-15 ans et les petits bouts de choux qu'on voit arriver aujourd'hui, alors je dirais pas qu'ils ne sont plus les mêmes. C'est des enfants qui sont pleins d'énergie, pleins de vie. Mais c'est vrai que la question de l'agitation, du passage à l'acte, bon, moi je suis frappée quand même par le fait qu'il y a quand même pas mal de parents qui me disent « Mais madame, vous savez, c'est un tyran domestique, un petit bout de chou de 3 ans. Hein, » ou que dans les écoles, des enfants en maternelle sont exclus. C'est très très rare, mais ça peut arriver, parce qu'ils ont des gros troubles du comportement. Alors, bien sûr, on ne peut pas, il ne s'agit pas du tout de dire ce sont des mauvais parents, non. Comment est-ce qu'on peut être parent aujourd'hui dans notre monde actuel? Donc il faut toujours replacer les choses, effectivement, dans un contexte. C'est sûr que le monde a changé. Catherine Joussel me parlait tout à l'heure de l'individualisme, hein, de la compétition pour arriver, il faut être le meilleur, il faut être le plus beau, il faut que ces enfants soient parfaits. Il y a un poids qui repose sur les épaules des parents qui est aujourd'hui absolument énorme. Avec en parallèle le fait qu'on sait maintenant, et quand je dis on sait, je mets ça entre guillemets, on sait ce que c'est qu'un enfant, on sait toujours entre guillemets ce dont il a besoin, qu'est-ce qui est bon pour lui. C'est-à-dire qu'il y a un savoir qui est transmis dans les livres, alors par les neurosciences, mais pas seulement, bien évidemment pas seulement, mais il y a un savoir qui est transmis et qui n'est plus celui qu'on se transmettait, je dirais presque de mère en fille ou de parent à parent, c'est-à-dire dans une transmission pensée, vécue, mais voilà comment vous devez éduquer votre enfant. Et ça, je trouve que c'est catastrophique parce que les parents sont perdus et que effectivement dans ce monde où, voilà, j'ai le droit de tout faire, comment arrive-t-il à transmettre à un enfant que pour grandir, il faut qu'il y ait un certain nombre de repères, de lois, et que c'est ça qui va l'aider à grandir? Bien, je crois que plusieurs personnes vont répondre à Israël Nizan. Moi, je crois que la question du temps est une question absolument fondamentale. C'est-à-dire que le temps qui est donné aux parents pour s'occuper des enfants, compte tenu de l'accélération d'un certain nombre de pratiques sociales, est moindre qu'il n'était autrefois, pour des raisons sociales, et que ça pèse.
deux choses qui pèsent. On a parlé de l'image et de la télévision qui est souvent là. Mais il n'y a pas que la télévision, il y a l'écran informatique. Et je dirais que le passage par le numérique et le fait que de plus en plus on s'accroche à une culture numérique, c'est un problème à mon avis dont il faudra bien parler un jour, qu'on s'accroche à une culture numérique qui est une culture, je dirais, parcellisée et qui ne convient que dans la mesure où elle s'articule sur un patrimoine culturel vertébré et que ce patrimoine culturel vertébré est de moins en moins partagé parce que peu de gens ont acquis ce patrimoine culturel, on a une diminution, au fond, de la socialisation des enfants. Et je crois que ce qui est en question, c'est ça. C'est le processus de socialisation des enfants qui est, de ce point de vue, insuffisant. Je voudrais que Catherine Joussel complète éventuellement cette réponse. Moi, entièrement d'accord. Déjà, on est dans le multitâche. Il y a un invité permanent à la maison, c'est le SMS, le mail qui arrive sur vos smartphones, etc. Ou vous avez la capacité, parce que vous vous estimez assez vous-même et de votre vie et vous êtes satisfait de tout ce qui s'y passe pour débrancher. Ou par exemple, vous êtes en résidence alternée avec votre enfant et vous passez votre temps à avoir peur pour lui. C'est une réalité sociale. Comment on peut gérer le fait qu'aujourd'hui, les enfants sont le lien fondamental de la plupart des adultes dans leur vie et plus seulement un lien qui est un lien de transmission pour l'avenir. C'est-à-dire que certains parents, et on peut le comprendre, c'est pas du tout une critique, hein, c'est une réalité humaine. Finalement, ils ne vivent et ils n'existent que par l'impression qu'ils ont un lien à leurs enfants. Et la vie et les séparations de couple, un divorce sur 2 en France aujourd'hui, sur les mariages, aboutit à une frustration permanente des parents qui ont donc du mal à mettre des limites. Enfin, vous voyez un peu, on est dans une société où le centre de l'angoisse, c'est plus j'ai des désirs et il y a des interdits, ça c'était Freud, 19e, début du 20e siècle, c'est j'ai envie de tout, c'est paradoxal, est-ce que c'est possible, pas possible, un jour oui, l'autre jour non, à toute allure, dans tous les sens. C'est-à-dire une société qui centre les choses sur la précocité des enfants. C'est comme à l'armée, vous êtes à l'heure, il faut déjà être en avance pour être à l'heure. Si vous êtes à l'heure, vous êtes déjà en retard. Donc votre enfant, il doit être pas normal, il doit être précoce. Donc vous essayez de lui bourrer le crâne de choses pour qu'il soit efficace et qu'il réussisse dans la société. Et vous êtes formaté pareil dans votre boulot, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Il n'y a qu'à voir ce que l'enseignement en fac de médecine, ce qu'on commence à nous demander à faire. Ça fait peur hein, à certains moments. Bien. Donc cette vitesse, le côté multitâche, le fait que le centre est comment autonomiser? On ne peut pas autonomiser un enfant trop vite, je vous rejoins complètement, le temps est essentiel. Si on va trop vite, on provoque des angoisses d'abandon. Si on provoque des angoisses d'abandon, il y a du vide et du manque. S'il y a du vide et du manque, qu'on ne peut pas l'assumer parce que soi-même on est triste, on donne des objets. Si on donne des objets, on délègue la fonction parentale. Donc voilà, il y a un cercle vicieux, on tourne en rond et on a des gamins avec des angoisses de séparation, d'abandon, qui ne supportent pas la frustration. Dès qu'il y a du manque, du vide, il leur faut quelque chose. Ils n'ont plus la possibilité, comme tu le disais très justement, d'investir un doudou, de lui parler. Quand on voit des adolescents qui vont pas trop mal, qui disent « Ouais, mon doudou, en fait, quand j'étais petit, je lui parlais. Là, je l'ai rapatrié un peu dans ma chambre. En ce moment, bon, je ne vais pas vous dire que je lui parle, mais enfin, ça me rappelle quand je lui parlais quand j'étais enfant. » Ça, on voit la dimension de l'imaginaire et comment la pensée peut circuler avec les émotions et ça va l'aider à passer un cap. Là, on n'est plus là-dedans. On a des objets qui doivent caler le vide. Mais regardez les informations. Vous avez une information et 6 messages en dessous en même temps. Votre cerveau, alors ça Catherine, j'aimerais bien avoir ton avis sur la question, il est perpétuellement multitâche. On sait que c'est épuisant. C'est épuisant. Donc oui, on fabrique des pathologies, des limites. Les limites posées même par les médias sont incohérentes, pas fiables, paradoxales, pervers. Regardez le nombre d'émissions où on demande aux gens d'expliquer ce qu'ils ont fait devant tout le monde et tout seul ils disent je l'ai fait parce que j'ai manipulé l'autre comme ça. C'est-à-dire que c'est l'inverse de l'éducation. Forcément que ça donne des pathologies d'enfants explosés. Yves Alambic. Moi, je trouve que les questions que pose Israël Nissan sont vraiment fondamentales et effectivement, les choses ont changé. Les choses ont changé, il y a un rajeunissement de la délinquance, il y a un rajeunissement des actes antisociaux et ça, c'est quelque chose qui est noté absolument partout dans toute l'Europe. Et puis, la famille a changé également. Le nombre de familles monoparentales, le nombre de familles qui sont constituées de femmes jeunes, où le père est parti ou en voie de partir, parti pendant la grossesse ou parti après la grossesse dans les premiers mois, est devenu explosif. Dans tous les cabinets de pédiatrie, on assiste à ça. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important et il a tout à fait raison d'avoir soulevé cette question. Bien, on va peut-être s'arrêter là. Je voudrais vous recommander, parce que souvent les gens disent « Mais comment est-ce qu'on pourrait avoir des suites à ce débat ?» Moi, je voudrais vous recommander les 2 livres
de Catherine Jousselm, qui est « Comment aider son enfant à grandir » et « À la rencontre de l'adolescent » avec Jean-Luc Douillard chez Odile Jacob, qui est un très bon livre et qui complétera ce qu'elle a apporté. Et puis avec le livre de Catherine Vidal, « Le cerveau évolue-t-il au cours de la vie ?» C'est un tout petit livre au pommier et je vous assure qu'il est formidable. C'est un livre vraiment très pédagogique, très facile d'accès et beaucoup de choses qu'elle a dites sont dans ce petit livre. Voilà, merci à tous. Je rappelle que nous avons